L'amour c'est un piège dans la glace de l'hiver. Tu spins dans la neige, ta carte routière est à l'envers. Le modèle scénario, crampon sur Aladdin. Ton couple vole pas ben haut sur ton tapis de Saint-Valentin. Salut tout le monde, bienvenue sur ce 4e épisode de Plein Potentiel. Vous venez d'entendre la musique de Rouge Pompier avec VHS. Merci à Slamdisk et Jesse Fush en particulier de m'avoir permis d'utiliser leur musique pour mes podcasts. Vous devriez entendre un peu plus de musique des artistes dans les prochaines semaines. Bien content de vous faire découvrir de la nouvelle musique, vous faire découvrir des artistes d'ici. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime la musique et ce partenariat avec Slamdisk sera vraiment une belle occasion de vous faire écouter des nouvelles choses. Vous entendez en ce moment la chanson L'heure du lunch d'Extérieur. Et évidemment, si vous aimez la musique que vous entendez, ben, allez encourager l'artiste. Et aujourd'hui, j'ai reçu Jesse Fush, qui est directeur de Slamdisk, qui est réalisateur de vidéoclips. Il est aussi guitariste et chanteur de Rouge Pompier. Et c'était vraiment un podcast super intéressant. Je suis très fier de ce podcast. Vraiment du bon contenu. Jesse, c'est quelqu'un de vraiment généreux de son temps, très intelligent, très... il y a vraiment beaucoup de choses à dire, autant sur l'industrie de la musique que sur à peu près n'importe quoi en fait. Beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir à partager. Et on a parlé de plusieurs choses, autant de ses débuts avec Extérieur que ses débuts dans Slamdisk. Et autant un que l'autre, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que on voit qu'il est parti de absolument rien. Il n'y avait pas nécessairement des connaissances dans l'industrie de la musique et il a démarré une étiquette de disque. Il a pratiqué pendant des années pour améliorer Extérieur et devenir de plus en plus bon. Et c'était vraiment motivant en fait de l'entendre. Puis on a jasé aussi de plusieurs choses, dont leur show à lui et Rouge Pompier de l'été dernier. Donc quand ils ont fait la première partie de Sum 41, un de leurs plus gros shows à vie, probablement le plus gros en fait. Et on a parlé de la pertinence des vidéoclips en 2019. On a parlé du vidéoclip de Karaté qui ont sorti la journée de la légalisation du cannabis. Vidéoclip qui a recueilli plus d'1 million de vues. Je vous encourage à aller le voir d'ailleurs. On a aussi parlé de la petite chicane, je ne sais pas si on peut appeler ça de même, entre Jesse et Alex Martel du Rockfest. Donc il y a un long segment sur ce sujet-là vers la fin du podcast. Allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez savoir ce que Jesse reproche à Alex Martel. Et je crois que le podcast peut être vraiment intéressant pour tout le monde. On parle de musique évidemment. Si vous aimez la musique, vous allez aimer ça. Si vous êtes dans l'industrie de la musique, vous allez probablement aimer ça. Mais si vous aussi vous êtes quelqu'un qui aimerait percer en musique, qui aimerait avoir des conseils, ben Jesse en a donné quelques-uns, quand même plusieurs. Et je pense que ça peut être intéressant aussi si vous êtes un entrepreneur, parce que Jesse il a vraiment parti une étiquette de disque d'absolument rien. Puis il nous a parlé un peu de comment il a débuté ça. Donc, je parle pas plus longtemps. Je vous laisse avec mon invité, Jesse Fush. Merci et bonne écoute. On start ça. Yes, sir. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, je suis avec Jesse Fush. Ouais. C'est bien comme ça qu'on le dit. C'est ça. Réalisateur, directeur de Slamdisk, Ouais. propriétaire, directeur. Ouais. Et chanteur, guitariste de Rouge Pompier. C'est ça. Ça fait le tour. Bienvenue. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter. Écoute, j'aimerais ça qu'on commence avec un peu ton historique dans le fond. Comment tu as commencé dans la musique, comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené aussi à démarrer Slamdisk. Ouais. Donc peut-être en démarrant un peu vers l'adolescence, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans. Puis La bonne réponse à ça, c'est une réponse que je donne beaucoup quand je fais de la formation, parce que ça devient pour certaines personnes en culture inspirant cette histoire-là. Je dis souvent, j'avais aucune expérience, aucune idée de ce que je faisais. Mais je me suis lancé là-dedans, autant à l'adolescence que plus tard, avec beaucoup de naïveté, puis ça m'a beaucoup servi. Puis le début de mon histoire parle beaucoup de naïveté. Puis c'est important, je pense qu'on a tendance à
à dire aux gens, ah, il est naïf, tu sais, il sait pas ce qu'il fait, il va se planter, tu sais. Mais en réalité, moi, la naïveté m'a beaucoup aidé. C'est pas négatif, nécessairement. Non, ça a été que positif. Moi, à 12 ans, j'ai un de mes amis qui m'appelle. En fait, moi, j'appelle un ami, puis je dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, on se voit dessus. Puis il dit, j'étais avec des amis, on commençait à l'école secondaire, puis j'étais avec des amis, là, chez nous. Tu peux venir nous rejoindre si tu veux, mais tu les connais pas, tu sais. Puis moi, à 12 ans, j'avais pas trop peur, fait que je dis, ok, je sais, je vais y aller. Puis je vais rejoindre mon ami, puis chez lui, il y avait Dan et Nick. Dans le fond, mon ami s'appelait Sylvain, il y avait Dan et Nick. Bonjour. Ouais, puis là, je les rends allô, tu sais, puis je m'appelle Jesse, puis là Sylvain il dit ben Jesse joue un peu de musique, tu sais, je vois, c'est ça. Et moi j'avais l'impression d'être un peu un des seuls qui. Puis finalement il me dit ben non, Nick il joue de la guitare, Dan il joue du drum, moi je joue de la guitare, puis il dit on s'est parti un band. Et moi je regarde ça, j'ai 12 ans, je dis oh mon dieu, tu sais c'est comme la journée de tes rêves, jeune, là, tu sais là, t'as 12 ans, la journée de tes rêves, tu découvres que un de tes amis a un band, tu sais. Ouais. Puis toi, tu t'intéresses déjà à la musique, puis tout, hey, le désir que j'avais de vouloir être dans ce band-là. Mais eux autres, ils commençaient, là, tu sais, à peine. Mais, mettons, pour faire ça bref, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour être dans le band? Puis les gars ont dit, ben, on n'a pas de bassiste. Puis j'étais comme, c'est quoi ça, une bass? Puis on dit, ben, c'est comme une guitare, mais il y a 4 cordes. Puis j'étais comme, attendez-moi. Puis une semaine après, j'arrivais avec une bass puis un ampli. J'avais demandé à mon père. Puis il m'avait vu, tu sais, comme comment je voyais ça comme une opportunité. Il m'a suivi avec ça. J'arrivais avec une bass, j'ai dit, ok, je sais pas comment ça marche, mais c'est moi votre bassiste. Ça, c'est malade parce que t'as vraiment saisi, genre, t'as vu une opportunité, t'as sauté dessus. Ouais. Mais tu jouais-tu déjà de la musique? T'avais-tu une guitare? Oui, j'avais une guitare chez nous, j'avais une batterie, du piano. Ok, quand même. Mais je savais pas c'est quoi une bass, je savais pas c'est quoi un band de rock. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. J'étais juste conscient que la musique existait puis que ça m'intéressait, mais. T'étais quand même dans un environnement musical, là, avec un. J'imagine, si t'avais un piano. Oui, c'est ça. C'est ça, mais ma mère et mon père comprenaient que la musique m'intéressait, mais jamais ils pouvaient s'imaginer que ça allait me servir le jour où je voyais que j'avais des amis qui voulaient se partir un band, puis que je comprenais que faire partie d'un band, c'était aussi avoir une nouvelle gang, être accepté, se sentir validé. Il y avait tout ça là-dedans, là. Fait que peut-être un peu inconsciemment, moi je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ma chance là, d'avoir des nouveaux amis, puis de peut-être dire que j'existe puis pour quelque chose ou je sais pas trop, tu sais, je veux dire, t'as 12 ans, ton adolescence commence puis soudainement tu veux t'identifier, puis là moi j'ai eu cette opportunité là puis j'ai vraiment pas hésité. C'est cool à 12 ans là, être dans un band là. Tu veux être dans un band. Ben oui, t'arrives à l'école secondaire, tu dis que t'as un band, t'es pas juste un autre étudiant là, tu sais, en secondaire 1 ou 2 là. Là soudainement t'es le gars qui a un band, tu sais, peu importe comment bon on pouvait être là, on était pas bon mais tu sais comprendre là. Donc c'est ça. Ça commence à quelque part. Là. Ouais. Fait que l'adolescence puis la musique, ça commence avec cette journée-là. Puis t'as eu quand même beaucoup de groupes, je pense, avant d'avoir Extérieur. Non, en fait, Extérieur, c'est mon premier band. Ton premier band? Parce qu'on a 12 ans, dans le fond. Fait que, tu sais, en fait, les gens, ce qu'ils savent pas, c'est qu'Extérieur, ça a duré depuis 92, mais on était très jeunes. Puis il y a eu des moments où on était pas trop ensemble puis qu'on avait d'autres bands. Okay. Mais Extérieur était quand même notre premier band. Fait que donc, faut comprendre que l'histoire est longue, mais parmi l'histoire, ça a vraiment commencé avec Extérieur. Entre 97 puis 2000, on a eu tous, chacun, les gars du band, d'autres bands, parce qu'on était rendu au cégep. Puis, c'est ça que j'avais vu en checkant ta page Wikipédia, que t'avais eu plein de bands. Ouais, c'est ça. Mais exact. Tous ces bands-là ont eu lieu parce qu'on quittait l'école secondaire, là, on pouvait plus trop être ensemble. Il y en a un qui se pognait un band, l'autre un autre band. Tu comprends? On a comme un peu mis le band en arrêt, là. Puis on a pris beaucoup d'expérience à avoir d'autres bands, parce que sinon t'as juste les mêmes amis qui jouaient les mêmes tunes, tu comprends. Fait que ça nous a beaucoup aidé là, quand même, mais le band n'était pas complètement, je te dirais, mort dans le sens où on se voyait, on se côtoyait, on habitait tous proches un de l'autre. Là. Fait que l'histoire d'Extérieur, les 10 premières années, c'est cette rencontre-là à 12 ans, le processus d'apprendre à jouer de la musique bien tranquillement, d'être inspiré, de vouloir peut-être être quelque chose, mais rien de concret tant qu'on n'arrive pas au cégep, qu'on n'a pas d'autres bands, puis qu'on commence pas à comprendre c'est quoi faire des shows réellement devant un public, tu sais. C'est fou pareil, on le voit pas ça, tout le cheminement avant. Nous autres, on connaît Extérieur, je sais pas, c'était début 2000 que ça a commencé vraiment à être plus connu. Ouais, exact. Mais surtout 2003 avec le premier album, mais tout ce qu'il a fait 2000, 2001, 2002, ça c'est plus des post-adolescents qui se revoient avec la nouvelle expérience là, de nos autres bands, puis qui se disent on refait dessus Extérieur mais sérieux, tu sais. Ok. Mais quand même, il y a eu un bon cheminement. Là, il a fallu pratiquer, puis il a fallu quand même travailler. Là. Ouais. Puis après ça, il y a eu Slam Disc. Ouais, c'est ça. Puis donc, à partir du moment où on se dit plus sérieux, moi je suis le genre de gars que déjà à 16 ans, je m'étais inscrit pour avoir des droits d'auteur, j'écrivais des tunes, je m'intéressais à l'industrie, je bookais des shows. Puis là, tu sais, on repart avec Extérieur, puis je me dis, moi les gars, je peux prendre le lead là sur
qu'est-ce qu'on peut faire avec le band. Tu sais, ça m'intéressait beaucoup. Okay. L'aspect plus marketing. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, pas attendre que quelqu'un nous donne une chance parce qu'on se faisait plutôt souvent refuser dans les concours, ces affaires-là, puis tout, puis tu sais, plutôt que de dire... Vous aviez essayé, puis... Ouais, c'est ça. T'sais, en fait, on a beaucoup essayé. Entre les 10 premières années d'Extérieur, là, on était pas très bons, puis on comprend. Puis le monde nous disait beaucoup, ça marchera pas bien votre band. On avait toutes les raisons d'abandonner, là, tu sais. Puis moi, je réécoute en plus qu'est-ce qu'on était, puis je me dis, je comprends les gens nous avoir dit, ça marchera pas votre band, il n'y a pas le talent qu'il faut, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une étincelle. Là. Puis qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, là, justement, ça a levé? La grosse différence, puis ça peut peut-être résumer les 10 premières années, puis ça, là, c'est moi qui se dis, j'accepte pas de me faire dire non, puis d'abandonner. Je suis un gars qui a trop des... Tu sais, je sais pas comment dire ça, c'est rempli de défauts, mais qui nous amènent... Oui, mais il y a beaucoup de défauts là-dedans, qu'il faut que tu fasses attention, mais c'est ces défauts-là, par contre, qui m'ont quand même donné un spark, là, tu sais, une espèce de... Là, je lâcherai pas, puis j'ai pas envie de laisser tomber ça m'intéresse trop, tu sais, fait que j'étais très obstiné, puis... Ouais, je me suis entêté beaucoup à vouloir que ça fonctionne. Fait que ce que je dis dans certaines chansons, ça m'est arrivé de le dire, c'est comme si moi je m'étais vu avec une distance, puis je m'étais dit... Là, j'accepte pas d'être là, puis que les gens me mettent là dans cette case-là. J'ai envie de me prendre, de me lever, puis de me mettre ailleurs. Là, j'ai envie de me placer. Je vais travailler super fort pour changer de niveau. Là, puis je me suis mis à composer des tunes, à écrire, puis à penser, puis à me professionnaliser vraiment beaucoup, parce que je voulais pas accepter mon sort. J'étais déçu que mon sort, ça serait... Tu vas juste être un gars qui a essayé de faire de la musique, puis que ça n'a pas marché. Ça, c'est quand même malade parce que je recevais la semaine passée une athlète, puis elle était vraiment nulle au début, là, ça y a pris 2 ans avant de maîtriser un aspect, puis tu sais, à cette heure, elle a gagné comme 13 médailles d'or en championnat du monde, puis des fois, c'est comme le moment où on est tous poches au début, là, quand on commence, là, puis j'ai l'impression qu'il y a comme une grosse différence entre ceux justement qui abandonnent, puis ceux qui évidemment réussissent par percer, c'est que c'est le mindset dans le fond, là, en fin de compte, c'est ça qui compte. Là. Définitivement. Mais en même temps, je comprends, là, des fois, avoir un talent naturel aussi, ça aide, là, tu sais, à essayer de prendre une direction. Je veux dire, la musique m'intéressait. C'était pas le sport. Fait que c'est vrai que si j'avais essayé tout ça en sport, peut-être que j'aurais eu de la misère, parce que... Mais t'as peut-être raison, peut-être le mindset aurait fait que je me serais donné en sport, mais je veux dire, c'est vrai que naturellement, le sport, je l'avais peut-être pas. Puis la musique, ça m'intéressait peut-être plus naturellement. Un mélange de passion puis de vraiment de mindset. Là. Je peux pas dire que j'ai jamais eu un talent inouï en musique, là, pour vrai. C'est-à-dire que, mettons, moi, j'étais un musicien très, très average. Je joue pas vraiment bien de la guitare, ni du piano, ni du drum. Tu comprends? Je maîtrise correctement l'ensemble des outils puis des paramètres qui ont rapport en culture. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui excellait en rien. C'est juste que j'ai utilisé mes connaissances de base, puis après ça, j'y ai mis du temps à l'infini. Le temps, tu sais, que j'ai mis là-dessus. Quelqu'un qui comprend les maths en 2 secondes, moi, je me dis, je vais comprendre la même chose que cette personne-là, mais je vais mettre 2 semaines. Mais je veux arriver à comprendre le niveau de cette personne-là. Moi, ça a été juste du travail. Ça n'a pas été un talent naturel. Là. Ouais, mais t'as compensé vraiment par ton travail, par ton vouloir, en fait. Là. Un bon exemple, pour que le monde comprenne, les 3 accords, Simon, il compose les tunes, c'est lui qui compose toutes les tunes. Il compose 12 tunes, ils vont en studio, c'est ces 12 tunes-là, les 12 sont bonnes. Moi, je compose 140 tunes par album. Pour arriver à avoir 12 tunes pas pires. Fait qu'après ça, le monde, il dit « Hey, il est bon ton album! » Comme si j'avais juste composé ces tunes-là. Il voit pas le travail en arrière de ça. Mais moi, en réalité, c'est que je me suis donné 100 fois plus pour réussir à avoir le même niveau que Simon, tu sais. Là, le monde, tu sais, ils vont dire, toi, Jess, tu sais écrire des tunes. Je vais dire, pas tout le temps, mais les tunes que j'écris, il y en a beaucoup qui sont pas très bonnes, tu sais. Fait que t'es conscient de tes forces, de tes limites, si on pourrait dire, puis tu utilises ça de la meilleure façon que tu pourrais, dans le fond. Puis là, on est en 2019, depuis les débuts de Slam Disc, t'as signé, je sais pas combien, des dizaines de groupes. Slam Disc, en fait, vous avez-tu une direction vraiment en termes de style? Je sais qu'il y a beaucoup de punk rock, du rock un peu. Il y a eu OK Volca qui était plus dans le métal aussi. Vous êtes-tu vraiment restreint à plus vraiment punk rock attitude ou ça peut un peu s'étendre à d'autres choses? C'est une très bonne question. Parce qu'on se pose aussi des fois la question si on continue dans une direction ou si on décide de faire autre chose. T'sais, on est constamment en train de se poser une question sur la direction. La vraie direction de Slam Disc, c'est mettons, tu comprends, moi, j'ai 12 ans, je rencontre ces gars-là.
je me pars un band, la musique que j'écoute, c'est de la musique heavy, tu sais. Là, c'est de la musique anglophone, mais éventuellement, là, il y avait comme les Vilains Pingouins qui étaient là, puis toute la musique francophone commençait à nous intéresser un peu. Fait que c'est là-dedans que j'ai évolué. Que t'as commencé. Ouais, fait que ce qui fait que les bands avec qui j'ai commencé à faire des shows, juste un peu avant qu'on sorte le premier album d'Extérieur, c'est des bandes de rock, là, tu sais, là. Puis donc, tous les styles de rock possibles. Dès que tu peux avoir une guitare et un drum, c'était cool, tu sais. En 2001, 2002, c'était cool d'avoir un band, là, puis de jouer la musique rock. Donc, t'es inspiré par ça. Puis éventuellement, ma façon de me démarquer à moi, c'est pas dans le monde que ça qu'ils le font en français. Si moi je travaille beaucoup, genre j'écris 100 tonnes, là, tu sais, en français, en plus, dans un domaine qu'il y en a moins, peut-être que moi je vais réussir à me démarquer. Fait que je me suis comme trouvé une niche, là. Ça l'a fait que je connaissais mieux cette niche-là. Puis quand j'ai parti Slam 10, je me suis dit, je vais me concentrer là-dessus. Ben, je maîtrisais plus ça, tu sais. Parce que c'est toi aussi. C'est-tu toi qui enregistres tous les albums de tes groupes au niveau de la production, réalisation, tout ça? Non, mais on travaille avec les mêmes personnes à peu près depuis le début. Il y a comme une couple de réalisateurs puis de studios qu'on connaît avec qui on envoie nos bands parce qu'on se sent confortable dans cette zone-là. Là, fait que oui, tu sais, c'est tout le temps... Dès que tu peux avoir un mosh pit finalement devant un stage, ça c'était comme... Ça peut être un band qu'on peut signer. Ouais. Si c'est en français puis le monde, ça peut brasser, on dit « Ah, ça c'est un band ». Fait que tu sais, ça peut être tous les styles de musique heavy possible, du metal au punk, à peu importe. Même ça les bands un peu plus à folk rock un peu aussi. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des artistes. C'est ça, Frank des faisait partie d'un band ska punk, fait qu'on avait signé son band. Puis là, il a voulu faire un album solo plus folk. Mais on a gardé l'artiste chez nous, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on a élargi un peu. C'est pour pas perdre des artistes qui étaient amis avec nous puis signés avec nous. Fait que si lui faisait partie d'un band heavy puis qu'il décide de faire quelque chose qui est différent, on le garde parce qu'on est habitué de travailler avec cet artiste-là depuis longtemps. Fait que ça a permis à Slam 10 d'ouvrir un petit peu. Puis ça, je suis pas contre là, la flexibilité. Dans le fond, faut être flexible. En culture, il y a tellement de changements. Fait que ça me dérange pas. Mais je serais pas du genre à m'en aller là, dans un, tu sais, puis faire juste du rap, là, mettons. Ouais, parce que cette ouverture-là, tu sais, c'est difficile. À un moment donné, faut que tu comprennes ce que tu fais. Faut que les gens aient confiance en toi. Faut que les artistes qui signent avec toi aient confiance que tu vas pouvoir les amener à quelque part. Ou à les aider, en tout cas. Si tu connais pas vraiment ce que tu fais, ben, tu peux pas prétendre que tu peux les aider. Là. Ouais. Puis en ce moment, c'est du franco. Ouais. C'est juste du franco, il n'y a pas de... Il y a quelques groupes anglo, puis on est en train de trouver une solution qu'on va annoncer bientôt pour être capable de... Il faut comprendre comment ça marche un label, mais mettons, plus t'as de groupes, puis plus t'as d'albums, puis plus t'as de chansons en dessous de ton toit, là, qui s'appelle Slam Disc, plus t'es capable de passer à travers le temps. Parce que le temps, il y a des hypes, là, tu sais, là. Puis il y a des modes aussi, puis des affaires comme ça. Puis admettons que t'es un label, puis tu travailles juste avec un artiste. Et tu deviens dépendant de cet artiste-là s'il fait un album ou pas, puis si l'album va être bon ou pas. Mais si t'as beaucoup d'artistes, beaucoup d'albums, t'as des choses qui deviennent complémentaires, comme on va dire aux gens, quand tu investis de l'argent dans un réel, il faut que ce soit un portfolio très, très diversifié. Parce que comme ça, il y a des secteurs qui marchent plus que d'autres, mais l'ensemble de tout ça va grimper de même. Un label, c'est la même chose. Faut que tu aies des bandes super élevées, des bandes plus pop. Faut que tu aies des bandes qui sortent plus souvent des albums, puis des albums qui sortent moins souvent. Faut que tu aies des albums qui sont des gros hits, puis des albums plus nichés. La complémentarité de tout ça fait que ton label peut passer à travers le temps. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, on est en train de trouver une solution pour que tous les catalogues qu'on a, qui sont des catalogues non rock et non francophones, par la bande, parce qu'on a des ententes avec un label en France, parce qu'on vient d'acheter un label qui vient de fermer, on a acheté tout leur catalogue, tu sais. OK. Leur catalogue de ce label-là est pas juste francophone. Fait que donc, c'était difficile pour nous autres d'annoncer qu'on allait maintenir le catalogue de ce label-là qui ferme, mais d'assumer tout ce qui était anglophone. Fait qu'on est en train de se bâtir une genre de structure, un nouveau toit sous lequel on va pouvoir dire tous ces projets-là sont en dessous de ce toit-là. Ça va nous permettre de diversifier un peu les choses. Puis donc, certains projets anglophones qui pivotent autour de nous, on va les garder, on va les conserver puis les maintenir sans changer ce que Slam Disc est. Fait qu'il va y avoir Slam Disc puis il va y avoir un deuxième toit dans le fond pour tout ce qui est pas rock et francophone, là, tu sais. OK. Puis ça, on va le conserver puis on va le maintenir. Ça va être un peu comme une extension de Slam Disc. Exactement. Puis ça implique quoi, dans le fond, d'acheter un catalogue? Ça veut dire que maintenant, on va aller sur votre site, puis il va se retrouver les artistes que vous avez achetés là-bas en Europe? Ou... Faut que tu le vois un peu comme le back-end ou le backstage de tout ça. Ici, nous autres, ce qu'on montre au public, c'est les bandes qu'on travaille avec eux autres, puis qu'on va dire publiquement, regardez cet artiste-là, vous devez porter attention à lui. Dans le back-end, nous autres, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on inscrit des chansons dans des catalogues pour être sûr que ça soit disponible partout, tout le temps, puis etc. Fait ce que ça veut dire, c'est mettons, le groupe existe plus pour une raison X, mais les 3 albums qui ont sorti étaient très bons. Puis si le label fait faillite ou arrête parce qu'il peut plus continuer ses activités, ça voudrait dire que ces chansons-là seraient peut-être plus disponibles aux gens. Tu sais, le monde, tu sais, t'as un bon souvenir des Beatles, là, puis imagine tu tapes Beatles puis ça sort pas.
sur Spotify, mettons, mettons, ou des trucs parce que, mettons, les Beatles, ben, le label a fermé, puis là, il y a personne en arrière pour maintenir le catalogue. Fait que tu veux pas ça, tu veux que le monde puisse avoir accès aux Beatles, même si John Lennon est mort. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Slamdisk, avec la musique rock au Québec, tu sais. Les labels qui meurent à cause que les choses changent. Donc on essaie quand même de récupérer les catalogues, autant physiques que numériques, pour les garder disponibles pour les gens qui sont nostalgiques un peu. Puis qui aimeraient ça garder la possibilité d'avoir accès à du bon vieux, je sais pas quoi, tu sais. Parce qu'il y en a plein de monde qui écoute souvent la même musique, qui retourne tout le temps à leur même classique. Exactement. Puis, Exactement. Donc c'est ça, faut voir un peu le rôle de notre label comme étant quelque chose de... Oui, on fait de la nouveauté, puis on sort des nouveaux bands, parce que ça, c'est ce qu'on fait comme le plus gros de notre travail, mais on peut, avec la structure qu'on a ici, maintenir un genre musical pour ce même public-là, parce que qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on connaît notre public cible, puis on fait juste leur offrir des choses. Fait qu'on leur offre des nouveaux bands, mais dans le fond, on se dit, ce public cible-là, des fois, ils vivent de nostalgie, là. Ils se disent, mettons, exemple, Extérieur, c'est plus un band qui est actif pour produire des tunes. C'est un band qui peut exister pour faire des shows, mais plus pour faire des tunes. Mais le monde, ils veulent encore écouter Campanile, tu sais. Si moi, Slamdisk, je maintiens pas le monde ne pourra pas trouver Campanile, ni en clip, ni en audio, ni s'acheter l'album, tu sais. Fait que c'est niaiseux, tu sais. Il faut que notre entreprise serve à ça aussi. Fait que c'est ce qu'on fait aussi avec les affaires un peu anglophones, EV qui ont perdu leur maison de disques, là, on essaie de récupérer ça et de leur trouver un toit pour qu'ils puissent exister encore. As-tu un exemple d'artiste anglophone que vous avez récupéré? Ouais. Là, actuellement, on travaille beaucoup avec les Matchup et Dirt Cannon, qui étaient des groupes, qui sont encore des groupes actifs, puis qui avaient besoin de travailler, puis qui avaient éventuellement peut-être des projets un peu francophones à venir ou quelque chose, fait que on a décidé de pas les laisser tomber, puis de les garder avec nous, puis de leur donner une continuité. Mais il n'y avait plus de maison de disques. Ben, où il n'y en avait pas, mais tu voyais que le groupe était comme... On n'a pas rien pour s'attacher, puis nous, on trouvait que leur catalogue de chansons était bon. Donc on était comme, tu sais, c'est en anglais, mais votre catalogue vise quand même notre public cible. On va essayer de trouver une solution pour vous conserver, puis même pour vous aider à reproduire d'autres choses, sans nécessairement dire que vous êtes signé chez Slam parce que vous êtes des groupes anglophones. Mais là, récemment, ce que je suis en train de voir, c'est est-ce que je pourrais ressortir tout le catalogue de Trigger Effect, qui est un groupe montréalais, qui était... Les membres du groupe étaient moitié anglophone, moitié francophone. C'était un groupe qui a marqué l'histoire du punk rock, je te dirais. Mais le chanteur est décédé il y a 3 ou 4 ans. Puis... 2 ans peut-être, en tout cas. Puis ça a acheté comme une espèce de douche d'eau froide sur tout le monde, parce que ce groupe-là était vraiment rendu très bon. Tu sais, 3-4 albums qui étaient rendus très solides. Tu voyais que c'était comme l'avenir était dans ce band-là. Il était encore actif, là, au moment ça, où il est décédé. Exactement. Okay. Donc, moi, je me dis, c'est une fin abrupte pour un band qui avait autant de talent et qui avait autant d'avenir. Puis, dans ma tête, à moi, je me dis, les fans qui aimaient aussi les albums de Trigger Effect, là, le band se ramasse avec plus de chanteurs. Il n'y a personne à l'intérieur du band qui est capable de donner un boost à ce catalogue-là. Même qu'ils se disent, ben, tu sais, quand il n'y aura plus d'album physique, il n'y en aura plus, puis ça va être la fin. Puis moi, je me dis, mais non, il faut que les gens aient accès à ces chansons-là comme on va encore avoir accès aux Beatles. Fait que je suis en train de proposer au band de ressortir leur catalogue puis de le maintenir. Okay. Même si le band dans un sens est mort. Là, dans le fond, il avait juste sorti des albums physiques, puis il se retrouve pas sur... Oui, il se trouve numérique, oui, mais personne n'en fait la gestion puis s'en occupe. Donc, pour passer dans le futur, ça va être difficile. Comme par exemple, les kids de 12-13 ans, ils découvrent de la musique sur YouTube. Fait que si, mettons, les tunes de Trigger Effect sont pas sur YouTube, ils vont jamais découvrir ce band-là. Ouais. Mais moi, le job à moi, c'est de dire, ça va être quoi dans 10 ans, le YouTube ou le Facebook de dans 10 ans. Puis comment je peux le faire pour m'assurer que Trigger Effect va être disponible dans tout ça. C'est un peu ça, là, mon mindset. Ça peut être juste de mettre le fichier audio avec vraiment aucune vidéo. Là. C'est ça pourrait être, mettons, les paroles, là, avec l'artwork, trouver une façon de ramener l'artwork original du band, mettre les tunes, les paroles, on met ça. Ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais ça maintient le band en vie. Puis après ça, ben, les gens qui découvrent ça comme ça peuvent être intéressés peut-être éventuellement par s'acheter un vinyle, tu sais. Puis le band, ça leur permet de dire, on n'a pas composé ça pour rien. Faut pas que le band survive juste parce que le physique existe. Faut que le band vive parce que la tune existe, puis la personne elle l'a dans la tête. Tu sais, Iron Maiden, si ça arrête demain, le monde va quand même se dire, ah, c'était bon cette tune-là. Fait qu'il faut à un moment donné que tu trouves les tunes, puis il faut que tu puisses réussir à rester que ce soit accessible. Ouais. Vous avez un slogan assez intéressant chez Slamdisk. Ouais. J'ai aucune idée pourquoi. Pourquoi ce label est un échec. Donc, je reçois vos infolettes dans ma boîte de réception régulièrement. Puis un moment donné, j'ai vu ça. Je pense que ça fait pas tant longtemps que vous l'avez. Quelques années peut-être 3 ans, ouais. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est vrai, même les newsletters qu'on envoie, ça s'appelle le journal des échecs. Ouais. Quand tu te pars un label en 2002, ça fait déjà 3 ans que la musique commence à être copiée. Puis les MP3 existent, puis le Kazaa existe, puis le Napster, puis le monde il copie déjà la musique, puis donc c'est déjà un peu l'annonce de la fin de la musique en physique, dans un sens où
personne le réalisait tant que ça. Non. Mais tu te pars pas un label qui s'appelle Slam Disc si tu vendras pas de disques, puis si tu fais pas de slam, c'est-à-dire la nouvelle affaire qu'on appelle le slam, la poésie, tu sais, qui est le rap, là, tu sais, là. Fait que c'est niaiseux en tabarnouche de s'appeler Slam Disc quand tu startes ça en 2002. Quand en réalité, le futur, ce que ça dit, c'est qu'il y aura... Tu vendras pas de disques puis tu feras pas de slam, là, tu sais, là. Ouais, même le mot étiquette de disque, on dit en français. Ouais, ou maison de disque, là. C'est ça, maison de disque, c'est plus ça, là. À partir du moment, tout le monde qui a le mot records, là, ouais. ça veut dire un album de plusieurs tunes qu'on appelle un album, tu sais, vendu physique. C'est ça, les gens avaient records dans leur tête comme étant une maison de disque sort un album. Tu sais, t'es en 2001-2002, c'est comme te partir l'entreprise dans le pire moment. C'est pas un bon timing, là. C'est mauvais timing, mauvaise idée d'entrepreneur dans un sens. Et donc... Et vous autres, c'était pour Extérieur, en fait, que t'as décollé ça. C'est ça, exactement. Sauf que moi, je me dis, ben, tu sais, j'ai envie de faire ça, je vais le faire, puis je penserai pas trop au futur. Je vais penser à Extérieur maintenant. Je me pars un label parce que je veux sortir mon premier album, je vais aller chercher des subventions, je veux me professionnaliser. Je m'appelle ça Slam 10 parce que pour moi, un slam, c'est un mosh pit, tu sais. C'était le terme qui était utilisé dans les années 80, pas à cause de le nouveau terme, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de naïveté là-dedans, on parlait de naïveté. Mais éventuellement, tu te dis, pourquoi pas faire de l'autodérision? Dans le sens où on est capable, nous, on sait ici techniquement qu'on est capable de faire notre travail, qu'on a un futur, qu'on est flexible, qu'on a un bac catalogue, qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Mais pourquoi pas rire un peu de l'idée qu'on a eue à l'origine? Puis pourquoi pas rire un peu de ce qu'on fait? Parce qu'il faut pas que tu te prennes au sérieux, on sauve pas des vies. Tu sais, je dis tout le temps, s'il y a un météorite qui arrive sur la Terre, puis il y a un bunker, puis il faut mettre des gens dans le bunker pour sauvegarder la race, là. Ils vont sauver des médecins, ils vont sauver des enseignants, tout ça. Ils vont peut-être sauver des artistes, tu sais, il faut des artistes, mais ils vont pas sauver les gens qui font de l'argent sur le dos des artistes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'on est pas si important que ça, là. Nous, on est important pour les artistes qui veulent faire de l'argent avec la musique dans un sens. Parce que si t'es un artiste puis que tu vis que pour l'art, tu t'en fous de commercialiser ton art, tu vas faire des tableaux chez toi ou d'écrire des tunes puis tu vas jamais les sortir. Les gens qui veulent commercialiser l'art, c'est-à-dire la rendre disponible à une grande quantité de personnes, ils veulent se valider, c'est ça, ils veulent se faire dire que ce qu'ils font, ça a une valeur. Mais il y a une possibilité maintenant que ça soit rentable. Il y a 300 ans, non, mais maintenant oui, parce que les gens ont inventé les magasins de disques puis tout ça, tu sais. Fait que dans le fond, on fait de l'argent sur le dos des artistes. C'est vraiment ça, un label. C'est ça, un label, dans le fond. Base, là. Il y a des artistes qui créent une matière première. Toi, t'apprends, tu la modifies, puis t'as vends au monde, puis là, il y a de l'argent avec ça, tu sais. C'est pas essentiel, ça, ce bout-là. Là. Ce qui est essentiel, c'est que les gens soient capables d'être des artistes, puis que les gens puissent rencontrer des artistes, puis être inspirés. Mais faire de l'argent dans le processus, bah, c'est pas essentiel. Fait qu'il faut être capable d'avoir une certaine perspective, puis se dire, faut pas se prendre trop au sérieux. C'est pas... Les artistes n'existeraient pas sans nous, c'est l'inverse. Nous, on n'existe pas sans les artistes. T'sais. Puis je me souviens plus où tu disais ça. Là. Je sais pas si c'est dans l'autre podcast que tu as fait récemment, le Carré de Sable. Ouais. Tu disais que justement, il y a toujours eu des artistes. Puis en parlant de l'évolution, en fait, de tout le streaming, la popularité du streaming, il y a toujours eu des artistes, il va toujours en avoir. Ouais. Puis c'est pas le streaming ou tout ça qui va tuer l'art. Puis c'est vrai. C'est vraiment ça. Là. Mettons... il y a peut-être 200 ans, il y avait des artistes qui vont dire, je sais pas moi, je vais écrire une chanson, tu sais. Mais c'était pas possible pour eux d'enregistrer la chanson, ni de la dupliquer, ni de la vendre dans un sens. Ils pouvaient faire des spectacles, ils pouvaient se ramasser devant un public, puis peut-être réussir à charger quelque chose. En tout cas, il y avait des artistes, mais il y avait pas d'HMV, là, tu sais, là. Le concept de commercialiser la musique existe depuis pas longtemps, dans le fond, dans l'histoire de l'humanité. Il y a 2000 ans, il va y avoir des artistes. Et donc, l'art a toujours existé sans les magasins de disques, les albums, puis Spotify, là, tu sais. Fait que les artistes vont, dans 10 000 ans, encore exister, peu importe ce que l'être humain va être devenu. C'est juste que c'est un peu devenu, justement... disons que les artistes, il y en a certains qui ont vraiment des bonnes valeurs, mais il y en a d'autres qui vont justement viser le... Moi, je veux devenir aussi big que Future et tous les rappers, là, qui... En ce moment, le rap, c'est extrêmement à mode. Là, puis... C'est un peu le rêve là, américain, d'être un artiste et de vivre de l'art. C'est utopique dans un sens quand tu penses à ça. Mon Dieu, c'est tellement beau. Je peux être un artiste et vivre de mon art. Les artistes souvent sont comme, est-ce que la valeur de l'art me fait modifier ce que je fais, tu sais, artistiquement? Aussi, il y a toutes ces questions-là. Ça, c'est bien gros de la philosophie, on s'entend. Mais on a inventé, l'être humain, une possibilité de faire de l'argent avec l'art. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui allaient prendre l'opportunité et qui allaient sauter là-dessus. Là.
en ce moment, j'ai l'impression que dans le rap, c'est vraiment, on vise la quantité plus que la qualité. Certainement. Le nombre d'artistes là, qui sortent, je parlais de Future, parce que c'est un bon exemple. L'année passée, il a sorti 4 albums différents. Ouais. Il va en sortir un la semaine prochaine encore, il arrête pas. Exact. Mais ça pogne tout le temps. Fait que lui, il fait énormément d'argent, que ce soit hyper bon, que ce soit moyen, il fait de l'argent pareil. Là. Exactement. Ben, je pense que l'évolution de n'importe quelle race fonctionne aussi comme ça. Mettons, les animaux, ils vont dire, mettons, je sais pas moi, si je fais 9 bébés de la shot, il y a des chances qu'il y en ait 3 qui survivent. Puis donc, la race va continuer. Parce que, mettons, je sais pas moi, tel type d'animal, whatever, n'a pas la protection possible. Mettons, les poissons, là, sont comme, bon, on peut pas se défendre. Mais, par exemple, on peut se multiplier fois 100 tellement vite qu'il va toujours avoir du poisson, même si on peut jamais se défendre. Il y a une baleine qui arrive, il en mange 1000, tu sais. Ben, on a juste en faire 10 000, tu sais, pour survivre. La quantité va être là. La quantité va réussir, va faire que l'évolution... L'artiste qui fait, comme Future, 4 albums, il se dit, même s'il y en a 3 pas bons, il y en a peut-être un qui va être bon, puis lui, il va survivre. Et donc, la quantité fait que tu peux évoluer, puis tu peux persister. Mais si tu mets toute ton attention et ton énergie sur une possibilité, à ce moment-là, si cette possibilité-là ne fonctionne pas, t'es faite, puis il n'y a plus de suite, là, tu sais. C'est un peu le même principe. L'être humain a appris à faire ça. À l'époque, mettons, il y avait des grandes guerres, là. L'idée, c'était comme, on a juste à avoir 200 000 soldats contre 100 000 soldats. Si on en perd 50 000, on gagne quand même la bataille. C'était pas être avoir une meilleure défense ou une meilleure attaque. C'était, on a juste besoin d'être plus. Puis, ben, même si on en perd beaucoup, on va quand même gagner, tu sais. Fait que c'est ce principe-là, je pense, là, que les artistes utilisent pour essayer de faire quand même de l'argent. Dans un monde où il n'y a pas tant d'argent à faire avec un album sorti en physique des magasins, là, tu te dis, ben là, tout est gratuit, tout est disponible tout le temps. C'est quoi, la guerre va se gagner comment? Mais si t'es un artiste qui produit beaucoup puis t'en fais tout le temps, éventuellement, peut-être que ça va marcher. On va changer un peu de sujet. Je vais t'amener un peu plus vers ton rôle de réalisateur. Parce que t'as plusieurs chapeaux, toi. T'en es rendu à pratiquement presque 140 vidéoclips. Ouais. Dont un avec Simple Plan, des vidéoclips de Spice Icon, des vidéoclips d'OBW. Un vidéoclip d'OBW. Ah, plusieurs, 5. Plusieurs. 4, 5. Ok. Puis beaucoup de tes vidéoclips sont vraiment. C'est pas simplement le groupe là, qui joue dans le chant. Là. Ils sont quand même assez développés avec un bon scénario. Là. Ouais. T'aimes ça quand même faire un bon travail. Là. Oui. C'est quoi la pertinence du vidéoclip en 2019 C'est une bonne question. J'imagine que tu dois être quand même très passionné par ce que tu fais, parce qu'il faut que tu aies du fun là-dedans. Puis... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui voulaient abandonner là, quand Musique Plus arrêtait de jouer beaucoup de musique, quand il y avait plus de public qui écoutait Musique Plus, Much Music, puis bon, MTV était... c'est eux qui ont inventé le vidéoclip, là. Ouais. Donc c'était une forme d'art nouvelle, là, qui est très récente dans l'humanité, là, puis on s'est adapté rapidement avec ça, on s'en est servi comme outil. À un moment donné, ça devenait tellement rentable de faire des clips que là, il y avait beaucoup d'argent investi là-dedans, puis ça a créé des réalisateurs, ça a créé un autre type de cinéma complètement, une autre façon d'utiliser les caméras. Fait que tu sais, ça nous a permis d'aller plus loin que le cinéma, les films, là, tu sais, les séries télé. Puis moi, j'ai grandi avec ça, tu sais, la Musique Plus, et je regardais plus Musique Plus que des films. Fait que ça m'a inspiré. Mais après ça, qu'est-ce qui a pas été fait en clip? T'sais, tout a été fait, là. Fait que, après ça, ma position de gars de label me permet de comprendre un peu plus l'outil. Mais quelqu'un qui réalise des clips ou qui veut réaliser des clips mais qui n'a pas une position de label peut peut-être poser la question à quoi bon? T'sais, un autre clip encore avec... Mais il y a encore du monde qui écoute des clips, par exemple. C'est juste ça a changé de médium. Là. En ce moment, c'est sur YouTube puis c'est sur Internet. Ouais. Mais moi, j'aime écouter la chanson, mais de temps en temps, j'aime aller voir le clip puis avoir une image associée à la... Puis même que des fois, le clip est tellement bon que t'écoutes la tune puis tu vas voir le clip dans ta tête. Là. Je pense à l'année dernière, il y a eu This Is America de Childish Gambino. Très bon exemple. Chaque fois que j'entends la tune, je le vois, je vois ses mouvements. C'est vraiment... c'est un peu ça qu'on essaie de faire dans le clip. C'est que t'associes l'image, t'entends la chanson, tu vas voir l'image. Ouais. Puis... L'équivalent de j'aime cet album-là, puis là, je vois la pochette. Parce que cet album-là, je le vois, mais je l'associe à une pochette d'album. Le visuel puis l'audio ensemble créent une image encore plus forte dans ta tête. Mais des fois, on s'est appuyé là-dessus pour essayer de sauver peut-être un mauvais album. Là, t'sais. L'album, il y a une super belle pochette et des beaux clips, mais l'album est plate. Là. Ça arrive souvent. Ouais. Donc, les gens dans notre industrie contrôlent peut-être mal les outils. Ils vont se dire « Ah, faire un clip, c'est important. » Fait que là, ils vont se dire « Ma tune n'est pas si importante que ça, mais si je fais un bon clip, ça va la sauver. » T'sais, on a comme on fait des erreurs graves comme ça, puis c'est là où on se plante le plus, là, puis c'est là où est-ce qu'on vit des échecs, là, justement. As-tu des exemples? Ah oui, il y en a plein, Mettons,
AC/DC. Avant un peu que le guitariste meure, puis que l'autre ait des problèmes, là, il sortait un album, tu sais, un nouvel album, là, puis ça faisait quand même assez longtemps qu'AC/DC avait sorti de quoi. Dans les années 2000. Oui, récemment, là, tu sais, dans les dernières 3, 4, 5 dernières années. Là. Okay. Pardon. Puis, AC/DC, c'est quand même un groupe qui remplit des arénas, là, tu sais, pleines, là, pas des stades, là, tu sais, on s'entend. Donc, pas besoin de clips en partant pour remplir non, des stades. mais ça a été un clip, ça a été un band que dans les années 90, les clips étaient importants, puis, tu sais, mettons, à l'époque de Thunderstruck, il n'y avait rien de plus gros qu'AC/DC, là, puis le monde comme ça de même qui s'est Thunder, tu sais, c'était le visuel, c'était beau, la tune, l'album, tout ensemble. Mais le band avait fait affaire avec un réalisateur en particulier à l'époque. Il y avait eu des grands succès, tu sais. Donc, il y avait des labels, beaucoup d'argent, puis il y avait des brainstorms, puis il avait réussi à bien mixer images et son, puis c'était un hit incroyable, tu sais. Puis AC/DC était une sommité, là. Puis 10 puis 15 ans plus tard, là, le band, tu sais, vieillit un peu. Ils font des tunes, des bonnes tunes encore quand même, tu sais. Mais, tu sais, bon, des tunes d'AC/DC un peu prévisibles, je te dirais, là, tu sais. Leur meilleur moment est clairement passé, là. Où il aurait pu réussir à faire des meilleures tunes, mais pas cette fois-là nécessairement. Puis ils se disent, hey, le monde vit de nostalgie, on retourne chercher le réalisateur de l'époque, on se match avec encore, puis on essaye de retravailler ensemble, de reproduire le bon vieux temps. Puis ils font ça, mais le réalisateur, lui, il a pas produit grand-chose là, depuis. Là. Okay. Il a perdu un peu la main, il a pas suivi avec la modernité. On est loin de Childish Gambino, là, là, dans le mindset. Puis là, lui, il arrive avec un esti de budget, là. Tout le monde voit ça comme malade, AC/DC plus ce gars-là, ça va marcher, recette magique. Le gars, il a mal évolué, il se fait donner un budget, filme le band sur un green screen, il fait un clip, pire clip du monde. Pire clip du monde. Pire. Même que tu vois qu'ils ont comme patché à un moment donné que le label a dit ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'ils ont acheté des images déjà faites par un autre réalisateur, qui ont mixé pour sauver le clip. En tout cas, faudrait que je trouve. Je trouverai l'information, puis tu le mettras peut-être pour les gens, là, pour savoir de quoi je parle. Là. Je vais trouver le clip, je vais trouver le documentaire qui parle de ce clip-là, puis tout. Là. Et parce qu'il y a comme un making-of. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Je vais mettre ça en commentaire. Épouvantable. Donc là, à ce moment-là, tu te dis. Ça, c'est une mauvaise décision. C'est-à-dire, la tune n'est pas si hot que ça, puis c'est une mauvaise idée de commercialisation, puis les deux ensemble, là, la magie va pas toujours opérer. C'est un mauvais clip qui sauve pas la tune. C'est une tune qui paraît mal à cause du clip. Tout le monde a pris des mauvaises décisions là-dedans. Tout le monde. Puis c'est AC/DC. Ils sont supposés être bien supportés, d'avoir du monde derrière eux qui empêche de faire des mauvaises décisions. Est-ce que ça a l'air justement un peu rétro, vieux ou... Ah non, ça avait l'air juste cheap. Là. Ça avait l'air de cégep, première session, t'essayes d'apprendre à manipuler une caméra, on dirait. Là. Pourri. Ok, ouais, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple de comment tu peux mal essayer de sauver une toune avec un mauvais clip, là, puis une idée, là, puis mal faire ça. Fait qu'il faut que tu restes à jour tout le temps. Moi, ma job à moi, dans le fond, c'est d'écouter beaucoup de nouvelles musiques, de regarder beaucoup de nouveaux clips, de comprendre les nouvelles technologies qui te permettent de faire des clips, tu sais, d'avancer rapidement, puis de pas te faire trop rattraper par le kid qui sort du cégep, qui a tout appris les nouvelles affaires, puis qui se mate là, t'sais. Là, il y a le 4K. Vos vidéos sont en 4K depuis, je sais pas, ça fait combien de temps? Plusieurs années, déjà. Dès que c'est arrivé, on a tout de suite switché là, pour être... C'est un bon exemple de, justement, tu te mets à jour, puis immédiatement. Il y a du monde qui pense que nos clips sont meilleurs, parce qu'ils sont à quelque chose. Non, c'est juste que la caméra a une meilleure résolution, mais si ce que tu mets en avant, c'est une image LED, puis si la toune est plate en plus, ça change rien que t'aies du 4K. Ouais. Mais ce qu'on dit au monde, par exemple, c'est que nous autres, ce qu'on veut faire, on veut se donner une chance que dans 10 ans, nos clips soient pas une résolution pourrie. Puis que tout le monde va dire, voyons donc, là, qu'il n'y a pas de 4K là-dedans. Tu sais, parce que dans 10 ans, ça va être évident, là. Ouais. Que minimum 4K, on va dire. Là, ça va être rendu au 8 puis 16K, dans le fond. Là. Nous autres, on se dit, on veut juste pas trop prendre de retard. Là. Fait que là, on essaye de dire à nos artistes, gars, on va faire bien les choses, mais on va aussi s'assurer que dans 10 ans, ça soit encore sensiblement valide. Ok. C'est important. Puis après, autant de vidéoclips, t'en es-tu rendu à voir des... T'entends de chansons, t'en es-tu rendu à avoir un clip dans ta tête des fois quand tes artistes te font écouter leur nouvel album ou... Ouais. Oui, j'ai l'imagination fertile. Là. J'entends une tune, je dis, qu'est-ce que je verrais là-dedans? Des fois, c'est vrai que je manque un peu d'idées. Puis là, je le dis aux bands, je suis pas tant inspiré. C'est-tu parce que faut pas faire ça, ou est-ce que vous autres, vous avez une idée de base que vous pouvez m'envoyer dans une direction? C'est ça, des fois, j'imagine c'est toi qui as une idée, mais des fois, c'est l'artiste qui veut vraiment démontrer ce qu'il a voulu démontrer en écrivant sa chanson. Là. Ouais. On essaie d'éviter de faire des clips trop littéraires avec les textes, ça, c'est tough parce que le monde a ici ça regarder ça. Il y a des bons clips, mettons Michael Jackson Thriller. Ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné un clip qui était un thriller. Tu sais, point final, là, tu sais. Fait que c'est pas un mauvais clip, c'est pas une mauvaise idée, là, tu sais, somme toute, là. Allô? Hey, Émilie Fortin! Mesdames et messieurs, Émilie Fortin! Donc, donc, Michael Jackson dit, on fait-tu un clip pour ma tune Trailer?
Puis là, le concept qui sort, c'est on va tourner un trailer. Là, tu dis, ben, ok, là, tu sais. Mais finalement, il a été bon, ce clip-là. Ouais. Mais les 20 années qui ont suivi après, là, le monde qui ont eu cette idée-là, se sont tous plantés, là. Ils ont Hey, tous la voulu toune, copier elle ça, parle là. d'amour. On devrait faire un clip d'amour. Là, la toune, elle parle d'une séparation. On va filmer un gars et une fille qui se séparent. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme Chris, là. C'est parce que le monde, ils ont vu d'autres choses, là, tu sais. Amène-les ailleurs. Ça, c'est important. Puis le pire, c'est quand tu copies exactement ce que les paroles disent. Là. C'est vraiment littéraire, il se passe ça, puis... Ça aide tout le temps. Ouais. Le pire clip, là, comment elle s'appelait? Rebecca Black. Ouais, Elle est sortie Friday. Ouais. La tune elle commence, puis ça dit 7 a.m. waking up in the morning. Puis là, elle est couchée comme ça, puis il y a un cadran. Ouais. 7 a.m. Elle se réveille. Ah ouais. Là, tu te dis, de tout le meeting qu'il y a eu avec l'artiste, le gérant, le label, le réalisateur, il y a personne qui a dit come on. Non, c'est ça. On est en 2000 quelque chose. Là. Il aurait fallu qu'ils le disent avant, quand elle enregistrait la toune, parce que tout est un bel exemple d'échec. Et d'échec, ouais. Finalement, la meilleure chose, parce que tu sais, la plus grosse tune, on en parle. Fait que tu sais, ils ont comme été l'exception à la règle, que quand tu fais quelque chose de pourri, habituellement ça marche pas, sauf elle, mettons. Ça peut faire parler. Ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde commence à essayer de faire comme Rebecca Black, là. Non. C'est juste que ça a été l'exemple de l'internet, crée aussi des hypes sur des choses poches, là, tu sais, là. Ouais. On a des exemples au Québec aussi qui ont eu ça. Puis à partir de maintenant, tu peux te dire aussi, gars, j'ai pas la science infuse, là, même la personne qui a la pire idée peut réussir à avoir du succès, là, on s'entend, là. Fait que faut pas trop non plus commencer à dire, moi j'ai la science infuse de qu'est-ce qui est bon, là. Faut juste que tu prennes un certain recul. Puis ouais, tu sais, je pense qu'il faut que tu essaies de te pousser, là. Faut pas que tu ailles trop dans la facilité. Il y a eu trop de clips d'un gars qui se chicane avec sa blonde à la maison, puis qui est dans le miroir de la salle de bain, qui se regarde dans le miroir, là, puis qui est comme... tu sais, faut plus faire ça, là. Tu sais, là, c'est fini, là. C'est fini. Même pour rire, c'est plus drôle. Là, fait que... Ouais, je comprends. Puis récemment, t'as sorti le clip de Karaté. Ouais. Qui a quand même très très pogné. En fait. Tu disais sur ton Facebook 1 million de vues, ça a dépassé, je pense. Ouais. Tu t'attendais-tu à ce succès-là, étant donné que la chanson on parle de potes, le clip est sorti la journée de la légalisation du cannabis, que le temps des fêtes allait arriver, puis c'est une chanson un peu propice à écouter en famille. T'attendais-tu à ça, pareil? Tu sais, t'en parles, là, pis on se sent... Comment qu'on va choisir ça? On se dit... Ça semble tellement évident quand tu le racontes comme ça. Puis quand on a sorti ça, on avait aucunement ça en tête, là, tu sais. Le band se dit, c'est une bonne idée de sortir une toune sur le pot la journée qu'il y a la légalisation du pot. Puis nous, on dit au band, oui, là, mais tu sais, tout le monde va avoir eu cette idée-là. Ouais, il y a eu énormément de vidéos, même de vlogs, de YouTubers, n'importe quoi, là. Tout le monde... Dès qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose, ben oui. Dès qu'il y a quelque chose, qu'il y a une hype, les médias veulent en parler, les artistes veulent en parler. Si, mettons, il y a manifestation étudiante, je sais pas, le mouvement étudiant Printemps érable, ben là, les artistes sont inspirés par ça, ils veulent parler d'engagement, d'éducation, les médias parlent de ça, puis tout le monde, la grosse hype, là, il y a du monde qui font comme, je vais faire une toune sur la solidarité qui parle du Printemps érable, tu sais. Tout le monde profite de l'opportunité dans un sens pour essayer de... Fait que... Le band avait déjà fait cette tune là quand on a fait la pré-prod, ça a été enregistré, puis la tune, on fait évaluer aux gens, tu sais, un comité d'écoute, qu'est-ce que vous pensez de l'album, qu'est-ce qui devrait... Puis tu sais, les gens trouvaient que cette tune là était bonne, mais le band était comme, elle ressemble pas à ce qu'on fait d'habitude, on devrait pas la mettre sur l'album, tu sais. Okay. Fait que c'était pas une tune qui était même supposée d'être sur l'album. Finalement, on l'a gardée parce que le comité d'écoute a dit, non, attends, c'est une bonne tune, gardez-la. On la met sur l'album, mais le band voulait pas promouvoir ça. Fait que on avait tourné déjà des clips, 2 extraits qui étaient pas cette tune là pour 2 tunes qu'on disait ça va être ces tunes là qu'on va sortir de l'album et donc pas cette chanson là. Puis là la légalisation du pot s'en venait, puis le band s'est dit est-ce qu'on devrait sortir ça, on était en train de rater une opportunité, puis nous autres on disait regarde faut que les opportunités là ça changera rien là, les gens vont pas plus trouver que la tune est bonne parce que là on légalise le pot là. C'est peut-être un mauvais plan là, tu sais tout le monde veut profiter de l'occasion, ça va peut-être passer dans le beurre là, tu sais on s'entend. Pardon. Donc finalement, le band était convaincu, puis moi je dis pourquoi pas, là, tu sais, là, je dis regarde, j'ai rien à perdre, vous avez rien à perdre, on le fait. Fait que, à une semaine de la légalisation du pot, on fait venir le band ici, puis on a tourné le clip, là. On enregistre le clip, on tourne le clip, on monte le clip à une semaine, on sort le clip la journée du pot, puis on se dit, ça va donner des résultats que ça donnera. Le clip sort, le monde aime ça, ça le partage, mais ça reste quand même modeste, là, tu sais. Mais on est content du résultat, puis on se dit, ben tant mieux, ça aurait été une bonne idée de le faire.
Puis jusqu'au 1er novembre, il se passe pas grand chose. Le clip, la première journée, il y a 1000 vues, 500 vues, 400 vues, 300 vues, 200 vues, 80 vues. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est correct. Il y a eu la hype qu'il avait besoin de voir, puis c'est un clip simple qu'on avait tourné, puis le monde trouve ça bon, puis le monde le partage, mais tu sais, rendu au 1er novembre, il n'y a rien eu d'exceptionnel au début. Là. Sauf que le 1er novembre, c'est le lendemain de l'Halloween. Quand l'Halloween se termine, le mindset du monde se met en mode Noël. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, le monde commence à penser au temps des fêtes. Puis les quelques personnes qui ont... les 80 personnes dans cette journée-là du 1er novembre qui voient le clip, le voient plus comme le clip sur le pot. Finalement, ils voient le clip comme étant une toune traditionnelle. Ok, c'est vraiment ton analyse là, de ce qui s'est passé. On a regardé les statistiques, c'est exactement ça qui s'est passé. Mais c'est les gens de genre 60 ans et plus. Ils voient le clip, ils se mettent en mode temps des fêtes. Ah ouais. Puis ils prévoient, tu sais, le monde prévoit à l'avance. Là, la personne qui a 60 ans, qui voit le clip, elle voit plus le pot. Elle voit Rigodon du temps des fêtes. Ça me met dans le mood. Partage ça. Hey, Marcel, tu devrais l'apprendre celle-là cette année. On devrait la chanter au party de Noël. Suivi de Marcel qui toi, envoie tu vois ça. tout ça, là, mettons Moi, les partages puis tout ça. Là. Tout ça, là. Marcel envoie ça à Linda. Linda, t'enverras ça à ton beau-frère, Jean-Paul. Il est bon, lui, à taper du pied. Il devrait taper du pied puis apprendre cette tune là, c'est drôle. En plus, là, ça parle de potes, c'est drôle, tu sais. Là, Jean-Paul, hey, une bonne tune de Rigodon, ça me fait penser au bon temps des fêtes. C'est quand le party? Partage ça. Hey, cette année. Bon, là, ça s'est mis à partager ça le 2 novembre, là. Là, pour une raison ou une autre, on regarde les stats. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le clip, il y a eu, tu sais, mettons, 1000 vues aujourd'hui, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Puis on regarde, on comprend pas. Au 3 ou 4 novembre, là, on avait commencé à comprendre en tabarnouche qu'est-ce qui se passait, mais la transition, tu sais, 1er novembre, 2 novembre, de le pote, ok. Puis là... C'est vrai qu'après 2 semaines, le pote aussi, là, le buzz était vraiment passé, là. On riait plus du fait qu'il y en avait plus, on riait pas du fait que c'était nouveau. Ouais. On avait passé déjà après, on avait délai avec le shit, là, tu sais, là. Fait que qu'est-ce qui se passait avec ça, tu sais? Ben, c'est ça. Le monde se sont mis dans le temps des fêtes, puis là, ils cherchaient de la nouveauté. C'était le nouveau dégénération, là, tu sais. Ouais. Ah ouais, ça me rappelle le bon vieux temps. Je jouais ça avec la famille dans le temps, les bonnes vieilles racines, puis là, le monde s'est mis à partager ça. Là, le monde a redécouvert la toune, redécouvert le band. Là, en plus, le gag avec le pote, là, tu sais, c'était drôle, là, tu sais, là, ça redevenait drôle, là, ça reparlait de tout ça. Fait que c'est comme il y avait eu le final, là, ça a parti. Écoute, j'ai jamais eu des statistiques comme ça, jamais. Ah ouais. Rendu la dernière semaine du temps des fêtes, là, juste après le 1er janvier, là, on était 8e place du top 100 BDS, là. 8e place du top 100 BDS, là, je sais pas comment expliquer ça, là. Mettons, Vincent Vallière, on va s'aimer encore, là, ça c'était comme numéro 1. Puis, BDS, c'est quoi ça? BDS, c'est toutes les radios commerciales comme Énergie, c'est quoi, Rythme FM, tout ça. Okay. C'est des radios qui appellent BDS. Si la chanson joue une fois, le système, il y a un 1 à quelque part qui apparaît, tu sais. Donc c'est un système automatisé qui calcule chaque rotation de chaque chanson, tu sais. Ok. Fait que c'est les plus grosses radios qui sont abonnées à ça puis qui ont ce système-là. Fait que quand t'es dans le top 100 BDS, ça veut dire que t'es une des top 100 chansons jouées parmi toutes les plus grosses radios au Québec, là, dans le fond. Puis 8e place, c'est beaucoup, là. C'est genre... ça veut dire que tu joues partout, là. Ça veut dire que tu joues dans toutes les radios, puis... T'avais-tu déjà eu ça avec un artiste de Slam Disc? Jamais. Non? Le plus gros qu'on avait fait, c'était peut-être 15e position, là. Dans l'historique du label. 8e position. En plus d'avoir eu 1,2 million de vues là, sur l'ensemble du clip là, sur toutes les plateformes. Des invitations par tous les shows, tout ça a pété. Là. Les ventes d'albums, évidemment, on vendait des disques soudainement. Les magasins étaient en rupture de stock partout. Puis, la plus grosse hype que le label a eu depuis longtemps, là, tu sais, ce tune-là. La tune qu'on voulais même pas mettre sur l'album. C'est fou, moi je pense. Ouais, c'est ça, vous vouliez même pas le mettre sur l'album. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Ah, ils ont saisi là, qu'il allait avoir de quoi qu'il allait se passer. Ils ont pogné l'opportunité. C'était vraiment un bon timing. Je me disais ça. On avait de la bien on avait de l'air d'avoir prévu ça. Puis tout, puis jamais. Non, tu peux pas prévoir ça. Le jour où tu prévois quelque chose comme ça, si tout le monde pouvait le prévoir, tout le monde le ferait. Puis donc, ça serait facile. Ouais. Mais non, tu sais. Dès que tu penses que tu peux prévoir quelque chose, oublie ça. Tu vas te tromper. Là, tu peux pas comprendre ce que le monde a dans la tête. C'était juste un clip comme les autres pour promouvoir l'album. Puis, ouais. J'aimerais ça dire là, qu'on a du mérite là. Ben vous avez quand même du mérite, le clip il est nice, la chanson est bonne. Puis...
Dans le sens qu'on a bien fait notre travail d'enregistrer une chanson, de sortir un clip et de supporter Ouais. le band. Puis après ça, tu peux pas contrôler comment que le monde va aimer ça. Mais c'est une Ouais. très bonne anecdote que maintenant je vais toujours donner dans mes conférences. Je donnais beaucoup l'exemple de Whippet à l'époque parce que je disais, moi je sais pas c'est quoi envoyer une tune des radios, je sais pas c'est quoi faire des relations de presse, je sais même pas vraiment comment faire imprimer des albums puis tout, mais on sort notre album, la tune pogne parce que le monde sont allés chercher la tune puis ils ont commencé à la faire jouer pas parce que je l'ai envoyée. Mhm. Tu sais, la tune était tellement bonne, puis elle a tellement été dans le bon momentum, qu'elle a été récupérée sans même que moi j'aille à faire d'efforts. Donc, le meilleur exemple, c'est pas parce que tu connais la game que tu vas réussir. Parce que moi, je connaissais pas la game, puis ça a marché. Ça a marché parce que la tune était au bon moment, à la bonne place. Je reconnais beaucoup de modestie dans ton discours depuis le début. Là. Ouais. C'est d'être humble un peu avec ça. Là. Tu Faut- fais de quoi, puis à un moment donné, c'est pas tout le temps de s'attribuer le mérite d'absolument tout. C'est sûr. Ça te permet d'être plus réaliste aussi avec le futur. Aussi, ouais. Tu sais. D'avoir une belle relation avec tes bands, puis de leur expliquer que c'est pas toi qui va les rendre populaires. Là, tu sais, là, c'est- Puis aussi, quand t'as des attentes vraiment en nombre de vues, des trucs de même, t'as des bonnes chances d'être déçu, là, même Ouais. si Ouais, tu ouais. vas tout le temps vouloir plus, en fait. Exactement. D'après toi, là, en 2019, pour un artiste, là, si y a je sais pas, un jeune de 12 ans qui écoute en ce moment, qui veut faire de la musique, ce serait quoi ton conseil? Qu'est-ce que ça prend pour réussir en ce moment dans la musique, au Québec? Maintenant? Parce que c'est sûr qu'au Québec, c'est pas pantoute la même affaire qu'aux Ouais. États-Unis, là, Ouais, mais ouais. ici, ça prend quoi? Mettons? Mais le premier conseil que je dirais à cette personne-là, c'est écoute-moi pas. Parce que si moi j'avais écouté les gens qui sont moi aujourd'hui à l'époque, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Tu sais. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Puis l'avenir va être Mhm. construit par des kids qui ont 12 ans maintenant. Faut que eux ils suivent leur instinct, je pense. Là, C'est ça. puis ils vont être peut-être chanceux, puis ça va fonctionner. Tu sais, moi, je pense que j'ai suivi mon instinct, puis j'ai pas suivi un pattern qui était prédéterminé, puis Ouais. j'ai fait ma place. Je pense pas que moi, aujourd'hui, je suis capable de savoir ce qui va se passer plus tard. Par contre, le meilleur conseil, ce serait de rester flexible. C'est que, mettons, si maintenant t'es flexible, puis t'es passionné, puis t'as envie de faire ça, reste flexible dans tes idées, puis dans ce que tu veux faire, puis accepte les défaites. Là, plus tu vas avoir des échecs, plus tu vas apprendre, mieux que tu vas tâter. Ouais. Ils disent ça, là, tu sais. Là. J'aime l'idée d'être flexible aussi parce que des fois, on se fait dire justement un chemin. Faut que Ouais. si tu veux percer, il faut que tu fasses ça, Ouais. ça, puis Ouais. ça. Puis on est tellement stické sur ça. Ouais. Moi, j'ai entendu ça, fait qu'il faut que j'y aille de même. Puis, mais c'est pas aussi simple que ça. Puis Ça- des fois, t'es pas nécessairement honnête avec tes vraies valeurs quand tu fais ça. Ça nous réconforte d'avoir un plan. Ouais, c'est réconfortant. On Ça, se c'est dit, clair. je vais Ouais. peut-être moins me tromper si je suis le plan. Ouais. Mais des fois, en suivant le plan, on suit la ligne qui a été tracée par les autres avant toi, puis finalement, on refuse de regarder les opportunités qui sont réelles. Tu sais. Ça change tellement vite à cette heure. Là. Mhm. La personne de 50 ans qui va te dire comment ça fonctionne, ben, elle, ça a fonctionné de même, mais maintenant, c'est très différent. L'éducation, c'est la même chose. On n'est pas obligé d'éduquer les enfants aujourd'hui comme on les éduquait avant. C'est pas parce qu'à l'époque, on te donnait des coups de fouette puis des coups de palette pour apprendre à écrire, là, tu sais, qu'aujourd'hui, Ouais. c'est ça la bonne technique. Ça, c'est large, là, pis c'est far-fetch comme exemple, mais c'est ça, je veux dire un peu. C'est pas parce que la musique aujourd'hui, c'est comme ça qu'on la fait, que dans le futur, ça va être ça. Mhm. Je sais pas de quoi tu peux t'inspirer autre que, mettons, Paul McCartney fait encore de la musique puis il a 70 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il fait encore de la musique à travers les années? C'est parce que lui, il réussit à rester flexible, puis il a continué d'écrire des tunes, puis il est resté concentré sur ce qui était vraiment important, puis pas sur ce qui était une technique ou une méthode, là, tu sais. C'est peut-être ça, là, la différence entre lui et d'autres, là. Ouais. C'est pas parce qu'à l'époque, c'était plus facile, puis là, il vague là-dessus, là, c'est pas ça. Ah, il n'y a pas eu le choix de s'adapter. Là. Lui, Ça c'est fait autant de adapté. temps. Là. Mm. Puis il faut pas avoir peur de prendre des risques. Fait que donc, écoute-moi pas nécessairement. Le seul conseil, c'est reste flexible. Si tu penses que moi, je t'inspire, tant mieux. Si tu penses qu'un autre t'inspire, tant mieux. Puis si tu penses que toi, t'as pas envie d'écouter tout ça puis de faire à ta façon, fais ça, tu sais. Mais fais-le, tu sais, vraiment naïvement, essaye-le. Ça se peut que tu te plantes. Ça se peut que les gens autour de toi, ils te disent, marchera pas. C'est sûr, il y en a plein. En fait, les gens aiment bien ça de dire ça marchera pas. Ouais. Parce qu'ils ont comme une fierté d'essayer de dire prédire l'échec des autres, là, tu sais, dans un sens. Ouais. Ça fait du bien parce que si la personne a réussi, personne va te revenir d'en face. Puis si la personne elle se plante, tu vas pas dire j'avais raison. Ah ouais. C'est très comme l'horoscope, là, tu sais. Tu peux prédire n'importe quoi. Si ça marche, les gens vont dire mon horoscope avait raison. Puis si ça marche pas, les gens vont dire bon, c'est pas une bonne journée pour l'horoscope. Il y a l'inverse pour quand tu prévois le pire.
vas te planter, ça marchera pas. Puis si la personne a réussi, elle revient pas vers toi pour te dire ça a marché finalement. Non, tu sais, comme ouais, mais il y avait d'autres choses, là, tu sais. Fait que écoute pas les gens qui prévoient que tu vas te planter. Moi, ce que je disais à tout le monde dans la conférence, c'est écoute les gens qui vont dire pourquoi pas, puis laisse tomber les gens qui vont dire pourquoi. Puis ça va t'aider tous les jours. La personne qui va dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends cette décision-là, pourquoi tu vas faire ça, puis pourquoi. Cette personne-là, tout ce qu'elle veut, dans le fond, là, c'est te ralentir, puis elle a pas de raison, puis elle a pas d'engagement envers toi de le faire. Elle est pas redevable envers toi. Mais la personne qui te dit pourquoi pas, ce qu'elle te dit, c'est, tu sais quoi, why not? Fais-le. Qu'est-ce que tu vas te tromper, c'est pas grave, tu vas pas mourir parce que tu t'es trompé, là. Tu sais, pas prendre des risques là, qui mettent ta vie en danger, là, c'est pas ça, là. Mais tu sais, dans des simples décisions de je pense que je vais me partir un band, tes parents ils peuvent dire pourquoi pas ou pourquoi. Tu sais. Ben écoute, ceux qui vont dire pourquoi pas. Faut que tu t'attendes à ce que tu te plantes aussi, puis c'est comme ça vraiment que tu vas t'es pas obligé d'immédiatement savoir comment que ça va fonctionner, comment que ça va aller. C'est sûr. Et je me posais une question tantôt. Toi, as-tu une formation en whatever, de quoi en lien avec la musique ou en lien... Vraiment. T'as vraiment appris là, sur le tas, puis même quand t'as starté Slam Disc, c'était quoi que t'avais comme connaissance? Zéro connaissance. Zéro connaissance. Mais à l'époque, il y avait toutes sortes de nouveaux labels qui startaient, comme Dare to Care, moi, tout ça, puis il y avait la Sopref qui existait, puis la Sopref, elle faisait de la professionnalisation. Fait que dans le fond, c'était comme une association, tu pouvais t'inscrire, puis une fois de temps en temps, il invitait des conférenciers ou des gens à donner des formations sur la musique. Fait que, mettons, quelqu'un qui connaît un peu comment ça marche les droits d'auteur, tu pouvais t'inscrire, puis aller faire 2 heures avec quelqu'un qui t'explique le droit d'auteur. Ouais. Fait que moi, j'ai fait ces petites formations-là, puis éventuellement, c'est moi qui les donnais. Ah. Tu vois ce que je veux dire? J'ai comme pris le rôle au début de l'apprendre, puis là, éventuellement, quelques années plus tard, je m'étais beaucoup investi dans cette association-là, puis je donnais ce genre de formation-là moi-même après. Des formations faciles 101 un peu sur le début, tu sais. Mais moi, en donnant ces cours-là, je me suis moi-même rendu redevable envers ces gens-là de savoir mon matériel. Tu sais, je pouvais pas montrer ça aux gens sans l'avoir perfectionné un peu, puis d'avoir trouvé une façon de le donner. De dire aux gens, ça c'est une technique, mais reste ouvert là, tu sais, à la flexibilité. C'était ça que je donnais comme formation. Je disais, voici comment ça marche le droit d'auteur, mais fais-toi confiance. Tu t'es formé vraiment comme ça, puis... J'imagine un peu avec en discutant avec du monde aussi. Là. Ouais. Puis je me suis planté beaucoup. Fait que j'ai appris. Ça m'a coûté cher d'apprendre. Mettons, là, tu sais, je regrette absolument rien. J'apprends mieux, je pense, en me plantant là, que d'autres choses. Ben, c'est drôle que tu amènes le sujet de l'argent, là, en fait. Là, tu disais, il y a 2 ans, je disais ça, que tu t'étais jamais versé de salaire chez Slam Disc. C'est vrai? Puis que tu vivais avec 12 000 $ par année. Ça, 2 ans plus tard, ça a changé? Ou... Ça a changé un peu, mais pas tant que ça. Ouais. Mais c'est vrai que longtemps dans ma vie, je m'étais dit, je vais faire de la simplicité volontaire, je vais me rendre à un niveau où je peux prendre beaucoup de risques, parce que j'ai pas grand-chose à perdre. Dans le sens que si t'as pas beaucoup d'acquis, tu sais, mettons, t'as juste besoin de 12 000, c'est pas, je fais juste 12 000, c'est pas ça. C'est, je m'étais organisé pour que ça me coûte 12 000 par année pour subvenir à mes besoins de logement, déplacement, bouffe, mettons. Tu sais, c'est quand même pas beaucoup, mais ce qui est le fun avec ça, c'est que, mettons que t'as pas de job, tu fais pas d'argent, c'est pas si pire. Trouver 12 000 dans une année, c'est quand même facile. Fait que tu peux subvenir à ton minimum. Fait que donc, tu peux passer le reste du temps à trouver des solutions pour créer de l'art, apprendre, tout ça. Fait que ce que j'ai fait à chaque année avec Slam Disc, dès qu'on avait des bénéfices, je les prenais pas. Je me suis pas payé, j'avais pas besoin de ça. J'ai gardé l'argent à l'intérieur de l'entreprise, puis j'ai pu le réinvestir sur des nouveaux projets. Ça a créé le catalogue du label, tu sais. Ben quand même, mais... Dans le fond, tu savais que tu n'avais pas besoin de plus, mais tu aurais pu quand même vouloir un peu plus, vivre un peu plus. Ouais. Mais j'étais pas à plaindre, là, tu sais. Ouais. J'avais fait un genre de calcul. Tu sais, mettons, j'avais une entreprise, fait que je passais tellement mon temps ici, 18 heures par jour, que tant que l'entreprise ici avait l'électricité, l'internet, j'avais pas besoin de l'internet chez nous, dans le fond, là, tu sais, là. Fait que dans le fond, je doublais pas mes dépenses, là. Okay. Je faisais de la simplicité volontaire personnelle. S'il y avait des dépenses à avoir, je m'organisais pour que ça reste ici, puis que ça serve pour les employés, pour les bandes, puis tout, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, mettons, on avait un véhicule, mais le véhicule, c'est le véhicule de l'entreprise, puis je m'en servais si j'en avais besoin. Mais sinon, le véhicule servait à transporter les bandes, à transporter le gear, à faire les tournages, puis tout, tu sais. Okay. Plutôt que d'avoir un véhicule de l'entreprise, plus ma voiture à moi. Tu sais, tout dédoublé comme ça. Ça fait que là, j'aurais eu besoin que Slam Disc me paye pour subvenir à mes propres besoins, qui auraient été de l'extra.
On est dans un monde où il faudrait faire un peu plus de décroissance puis tout, mais moi, à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que dans un milieu qui est de même, là, je peux subvenir aux besoins minimaux, là, tu sais, puis m'assurer qu'on peut sortir encore des albums. C'est ça que j'ai fait. Mais c'était audacieux, peut-être un peu, mais je me suis pas tant privé, là. On est on est en Amérique du Nord, là, j'étais un blanc privilégié, là. Manque de rien ici, là, tu sais, je pouvais pas être tant dans la merde, là, tu sais. Et ta vie, c'était vraiment slam disque, là. Ouais. 18 heures par jour ici. C'est ça. Ouais. Extérieur au début, puis après ça, Rouge Pompier, là, tu sais. Plus le label, puis après ça, faire des clips. J'ai comme les 3 affaires dans ma journée. Je fais 18 heures d'un mélange de slam disc, réaliser des clips, puis écrire des tunes, puis faire des shows, là, tu sais, là. C'est encore le cas? Ou... Ouais. Je dirais ça, je fais encore. La différence avec les revenus, c'est que j'ai tellement écrit beaucoup de chansons, puis j'ai tellement fait de spectacles, qu'en fait, ce fameux 12 000 là, sans forcer ou rien, là, j'avais plus besoin de travailler pour faire ça. Là, mes droits d'auteur, ils rentraient automatiquement une fois ou 3 mois, là, puis tout. Là, j'avais plus que 12 000 sans même demander à Slam 10 de me payer. Tu vois ce que je veux dire? Les droits d'auteur, comment ça marche? C'est qu'il y a des associations, des organismes qui ramassent les droits d'auteur dans le monde entier. Puis là, ils vont dire, quelle chanson t'as écrit? Ça, c'est de l'argent qui te va. Fait que là, c'est 40 cents ici, 30 cents là, puis tout. Là, tu reçois un chèque aux 3 mois, tu sais. Mais moi, les premiers droits d'auteur, quand j'y recevais, c'était 100$, 80$, tu sais, puis tout. Mais sauf que si tu ramasses, mettons, 12 000$ par année de droits d'auteur, parce que t'as écrit beaucoup de chansons, là, tu sais, là, avec les années. Mais là, ça rentre aux 3 mois, là, tu sais. Fait que moi, ça veut dire que j'ai rien changé dans mon rythme de vie, mais j'avais déjà ça, puis c'est la musique qui avait pas besoin de me payer. Là, si tu fais un show de plus, un autre show de plus, puis tu réalises un clip pour un client externe, puis tout, là, t'es comme 13 000, 14 000, 15 000. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu upgrades ton appart ou ton auto, mais j'ai quand même pas plus pigé dans le compte ici. Tu vois, je me suis jamais quand même payé à même les provisions du label. Ouais. Fait que j'ai continué ça tout le temps. Puis ça m'aide, moi, à me dire, ça me force à moi à être un artiste aussi, à continuer d'écrire des tunes. Tu sais, à essayer de pas utiliser Slam 10 comme béquille, dans le fond. Continuer d'être un artiste qui produit beaucoup en me disant, si je peux continuer de faire ça, même si Slam 10 n'existe pas, je suis encore un artiste, puis je vis encore de mon art. Puis donc, je suis obligé de travailler fort, puis ça me motive, puis à écrire des tunes, même si j'en écris beaucoup, partout. L'autre membre du groupe, lui, il reçoit pas de droit d'auteur. Il reçoit, lui, ce qu'il appelle, mettons, Alex, mon drummer, il reçoit beaucoup des droits d'interprète. Okay. C'est-à-dire qu'il a interprété les chansons. Deux choses différentes. C'est 2 choses différentes. Là, on est dans la technicalité, là, mais pour comprendre le métier que je fais, puis pour comprendre l'existence de Slam 10, faut que tu comprennes que ces détails-là existent. Nous, on les comprend, on les maîtrise bien, puis là, on peut entourer un artiste, puis lui expliquer ça. Puis lui expliquer pourquoi ça peut être bon pour lui. L'utilité du label. Exactement. Okay. Puis dont l'utilité pour moi en tant qu'artiste, de mieux le comprendre, d'écrire beaucoup, parce que moi ça me fait un revenu, puis je peux... Ouais. Je pense que vous faites un album aux 4 ans dans Rouge Pompier, c'est ça? Pourquoi vous voulez suivre ce rythme-là et non y aller juste naturellement? Est-ce que c'est votre rythme naturel, en fait, de produire au 4 ans? Oui, je pense que ça a été inspiré par le rythme naturel au départ. Moi, je trouvais ça drôle de dire qu'à l'époque, Tool sortait un album aux 4 ans. Je trouvais ça bien le fun, parce qu'on s'attendait que l'album de Tool sorte, là, tu sais. Là, c'est plate, parce que là, ça fait comme 14 ans qu'ils n'en ont pas sorti un, là. Okay. Mais je veux dire, avant, c'est drôle, mais, tu sais, Tool, ça a été genre 96, 2000, 2004... T'sais, on était comme habitués. Là, on se disait, hey, c'est une année Tool aujourd'hui. On avait comme cette espèce de... Les fans se disaient, ça fait 4 ans, on doit être dû. Tu le sais que ça s'en vient, puis en même temps, les 2 années d'avant, tu feras pas chier l'artiste. Peut-être il arrive quand ton album. C'est ça. Moi, j'ai été inspiré par ça pour proposer l'idée, mais d'un autre côté aussi, il faut comprendre. Bon, Alex, il y a une job, il y a des enfants. Puis quand on a parti le band, on n'était pas des adolescents, on était des adultes, là. Fait que donc, on a des engagements, puis là, je peux pas dire à Alex, on se part un band, puis on va tout le temps être parti en tournée, là, ça aurait comme pas d'allure. J'imagine que ça prend quand même assez de temps, écrire 140 chansons. Oui, c'est ça. Donc, t'as tout compris, ça prend une période de temps pour écrire les tunes, les laisser mûrir, c'est-à-dire lesquelles qu'on va prendre pour l'album, mais aussi, tu sais, quand tu sors un album, tu fais à peu près 2 ans de tournée, puis de commercialisation. Fait on a décidé d'y aller plus lentement. Il y a les bands qui sortent des albums aux 2 ans, tu comprends, ils sortent un album, ils font comme 1 an de tournée, mais ils sont déjà en train de composer des tunes. Là, ils tapent déjà, puis là, à 2 ans pile, ils sortent un autre album. Les gens ont l'impression que 2 ans, c'est long. Hey, c'est pas long, là. T'as pas le temps à peine d'écrire des tunes. Fait que ceux qui produisent beaucoup d'albums comme ça à l'année ou aux 2 ans, c'est des bands qui ont pas le même mindset, ça c'est sûr, puis pas le même temps à investir. Probablement que c'est des bands justement assez big pour qu'ils font juste ça de leur vie, là, pour avoir ils sont peu souciants de la qualité de l'album qu'ils vont sortir tant qu'ils en sortent 1 ou 2 ans. Là, ça c'est une autre idée, là, des fois ça arrive de sortir des mauvais albums. Nous autres on s'est dit, tant qu'à sortir un mauvais album, aussi bien s'assurer qu'aux 4 ans on a un bon album, qu'on a laissé mûrir, puis qu'on est sûr qu'on n'a pas rempli là, avec des tunes moyennes. Là,
Puis en même temps, tes 3 rôles te permettent aussi de te le permettre. Ouais. Là, tu réalises pendant ce temps-là, Ouais. tu gères d'autres groupes. Fait que Je me laisse te le permettre, inspirer, là. ou j'ai le goût de dire des choses aussi après 4 ans. Mais à Ouais. toutes les années, avec 2 ans, je pourrais peut-être manquer un peu d'inspiration. Là, tu sais. Ça paraîtrait. Puis... Ouais, les gens ils se diraient, ouais, tu sais, ils commencent à être blasés. Mais pour avoir écrit 5 albums d'extérieur puis 2 de Rouge Pompier, il faut que tu aies encore des choses à dire. Ouais. Fait que là, ben, le temps permet aussi beaucoup de vivre des expériences. Puis, ouais, non, je pense que c'est sain. Là. Tes occupations, tu fais d'autres choses, tu laisses ton cerveau se reposer un peu, puis le minute tu te mets en mode artiste, puis là t'écris. Parce que Ouais. moi, faut que mon cerveau, j'aille une switch en off. Là. C'est artiste, c'est pas rationnel. Là. Artiste, c'est genre. C'est le chaos, tu fais à peu près n'importe quoi. Puis là, avoir une entreprise, gérer les employés, ça c'est rationnel en tabarnouche. Là. Ok. Fait que tu fais pas ça dans ton 18 heures de slam disc. J'ai un drôle de regret. J'ai écrit une toune d'Exao qui disait c'est à 4h du matin que je fonctionne le mieux artistiquement parce que je suis tellement brûlé, tellement fini, là, tu sais, là, que là, je suis pas capable de penser rationnellement. Puis là, tout le côté artistique abstrait embarque. Là, je pogne une guitare, puis je fais des accords, des mélodies, puis c'est bon. C'est vraiment bizarre comment ça marche. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de méthode, là. La mienne, c'est ça. Vous avez fait quand même un gros show cet été, au FEC, Ouais. avec Sum 41. Ouais. C'était, je pense que c'était sold out. Ben, sold out dans Oui, le oui, contexte oui. du FEC, là. Ouais. C'était plein, dans le fond. Ouais. Puis, ça vous a-tu amené un show de même? J'imagine que le public est extrêmement différent de vos shows habituels. Il Oui. devait y avoir Oui, oui. énormément de monde qui vous connaissait pas. Exactement. Ça a-tu amené des effets immédiatement après? Vous Oui. avez-tu remarqué, Oui, certainement. soit dans les ventes ou... Ah oui, oui. Tu peux pas sous-estimer, là, c'est ça. Des fois, tu penses, oh, ça va peut-être... Ah non, ça a eu un impact incroyable. Ah ouais? Ben, il y avait localement, parmi les 12 000 personnes qui étaient devant nous, parce qu'il y avait du monde ailleurs, aussi en dehors du site, avec des écrans géants puis tout, mais mettons ceux qui étaient devant nous, là, parmi ceux-là, il y avait des gens qui nous connaissaient, il y avait nos fans parce qu'on les entendait chanter, on les voyait puis tout, mais ils étaient... C'était comme des petits... Éparpillé. éparpillés un peu, puis on les voyait bien fiers avec leurs t-shirts, puis eux, ils ont inspiré les gens autour à être attentifs. Ok. Parce qu'ils connaissaient tellement toutes nos chansons que les gens autour qui ne nous connaissaient pas, ils disaient, mais j'ai-tu manqué de quoi, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a eu un effet au courant de la demi-heure, 40 minutes qu'on a joué, là. Au début, là, on a comme vu que le monde a commencé à embarquer parce ils se sont laissés inspirer par les fans du band qui étaient présents. Puis, ça a eu un impact incroyable vers la fin du spectacle, parce qu'on a senti que 100% de la foule était content de nous avoir vus. Qu'on avait peu de l'air de leur avoir fait perdre leur temps, là, puis que c'était pas comme « Hey, finissez votre show, on va voir Sum 41 ». Fait qu'on a eu vraiment un impact là, intéressant à ce niveau-là. Puis après ça, on a regardé les statistiques après, parce que, tu sais, Big Brother, là, tu vois le lendemain les médias sociaux, tu le sais tout de suite, là, tu vois tes stats font comme ça, même, clac, 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 les ventes, les vues, le nombre d'abonnés, puis tout. Là, tu te dis, regarde, si on avait mal fait notre show, il n'y aurait pas eu ça. Mais là, le Ça, c'est lendemain, votre ça a paye, là. explosé incroyablement. Incroyable. Ouais. Une portée incroyable. Après ça, on s'est fait dire, dans tous les shows qu'on a fait après, il y a au moins plusieurs personnes par show qui nous ont dit « Je vous ai découvert au FEQ. » Fait que là, je me suis acheté un billet pour vous voir dans un show complet, là, tu sais. On s'est fait dire par plein de monde, là, tu sais. Incroyable. Puis le contexte est carrément différent là, du FEQ versus vos shows que vous faites normalement. Exact. Normalement, c'est quoi un show habituel de Show habituel de Rouge Pompier, nombre de... 1h30, on est au centre, par terre, les gens sont autour de nous. Puis les gens peuvent participer au show, on a des micros que les gens peuvent prendre s'ils veulent chanter. Vraiment comme un espèce de concept où les gens peuvent se sentir qu'ils font partie là, de l'événement. Puis dans la simplicité, un peu comme si on était dans ton salon, mais juste 2 lampes sur le drum, on ferme tout le reste des lumières. Puis là, c'est juste comme, t'es avec nous autres, pis on s'amuse, là, Ouais. là. Fait que au FAQ, c'était différent, c'est une scène avec l'éclairage, des écrans géants, puis tout, fait que le contexte était différent. Les gens qui ont découvert le band, après, ils étaient comme, je vais aller vivre l'autre expérience, là, fait Ouais, que, c'est ça. ouais. Carrément différent parce que vous êtes 2 dans le band. Fait que le fait d'être vraiment dans le centre, là, moi je vous ai vu au Club Soda novembre Ouais. 2017. Là. Ouais. C'était vraiment. C'est vraiment le fun comme ambiance. Tu vois le monde de l'autre bord qui chante. Ouais. Au lieu de juste entendre, mettons, du monde en Ça, arrière un peu c'est éparpillé, tes voix chanter. C'est ça. Puis c'est une expérience à vie, je pense. Ouais. Là, c'était vraiment un bon show. Là. Ben, merci t'es fin, puis tu sais quoi, je pense que dès qu'on a commencé à faire ça, puis on a vu les réactions comme celles que tu viens d'avoir là, ça nous a incité à encourager à le refaire, puis même à insister avec les salles pour être sûr que ça soit faisable, là, tu sais, plutôt que de juste de le faire quand c'est possible. Pas tout le temps possible, Il j'imagine. y a des salles qui ont de la misère avec ça un peu, là, tu sais, puis ça, faut insister. Ok. Puis après ça, ils comprennent, après, quand ils voient ce que ça donne, ils sont comme, ok, ouais, là, je comprends. Le temps va faire les choses, là, tu sais. Ouais. Je te suis, ça fait quelques années sur Facebook, Ouais. puis je sais que tu as un petit beef avec Alex Martel du Ouais. Rockfest. Ouais.
Qu'est-ce que tu reproches au Rockfest et à Alex en particulier? Je sais pas si c'était Alex en particulier. Beaucoup de choses. Tu sais, je pense que c'est pas juste... c'est pas en superficie. C'est vrai que moi, je pense qu'il faut penser beaucoup au futur, là, puis aux gens qui vont venir après nous, là, tu sais, puis je me dis... on a une responsabilité quand on s'engage dans un projet, on a une responsabilité envers qu'est-ce qu'on va laisser comme trace. Lui, il a une responsabilité en tant qu'organisateur de festival d'amener 30 000 personnes sur un terrain de balle sur le bord de l'eau, tu sais. Ça peut souiller beaucoup l'environnement bien plus que tout le recyclage que tu peux essayer de faire à chaque année, là. Tu sais, si tu essayes à chaque année de nettoyer ton pot de yogourt puis de le mettre dans ton bac à recyclage pour faire ta part, tout ça a été scrappé par Alex Martel une fois par année dans son festival. Fait que moi, je trouve que ça, c'est un impact qui est important. Puis ça, c'est juste l'impact environnemental. Après ça, l'impact sur comment il a traité les artistes au courant des années, évidemment. Là, ça, c'était pas... tout le monde a entendu des histoires, c'est des des groupes vrais, qui sont allés là, bénévolement, là, pratiquement, ou même qui ont payé quasiment pour aller là. Oui, c'est ça. Bon. Ça a pas été... C'est sûr que c'est facile de dire « Oh non, c'est un épisode isolé », mais c'est pas un épisode isolé parce que c'est arrivé tellement souvent que même toi qui est pas dans le business, mettons, tu sais ça. Fait que tu sais, quand il y a pas de fumée sans feu, avec le Rockfest, ce que vous entendez à propos du Rockfest, c'est vrai. Maintenant, c'est pas catastrophique dans le sens qu'on peut pas s'en sortir, c'est pas ça. Mais Alex Martel a fait plus souvent des faux pas comme ça, comparativement à d'autres. Peut-être des fois par naïveté ou par insouciance, là. Ce qui fait qu'il devient plus pour moi un target à dire tu peux t'améliorer, tu peux devenir une meilleure version de toi-même, là. Ouais. T'as les moyens et l'énergie, puis c'est un gars intelligent. Il est capable de faire ça. C'est un gars smart, là, tu sais. Tu veux pas juste l'insulter pour l'insulter, là. Tu voudrais qu'il s'améliore, dans le fond. Donc, il y a une première partie qu'il y a un fondement derrière ce que je dis, puis il est au courant parce qu'on s'est déjà rencontrés et on en a parlé. C'est ça, j'ai vu ça, ouais. Ouais. Parce que lui, il sait aussi que ce que je dis, ça a un impact sur son image, mais il sait aussi que ce que je dis, c'est documenté. Parce que j'ai fait le Rockfest avant que ça devienne gros... Tu sais, ce que je veux dire? Parce que je gère un label, puis toutes les offres qu'il a faites à nos bands, je les connais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est technique d'approcher les bands, sa façon de négocier. Mais c'est un gars smart. Fait que c'est un gars que ça vaut la peine de s'adresser à lui, puis de faire une pression. Parce que tu sais que c'est un gars smart qui peut changer les choses, puis que si son festival s'améliore, puis sa façon de faire les choses, ça change, ben tout le monde va en bénéficier. Ça va avoir un impact. Mais tu passes pas cette énergie-là sur quelqu'un qui fera jamais les changements qu'il faut, puis qui est pas intelligent, puis qui va pas réfléchir, tu sais. Fait que donc je mets mon énergie sur lui parce que quoi? Parce que il est un levier important pour un genre musical puis pour un public. Ça vaut la peine donc de le challenger. Puis c'est-tu pour ça que c'est-tu dans ce cadre-là que vous êtes rencontrés? Vous êtes jasé de tout ça? Ouais. C'est toi qui l'as approché ou c'est lui? Non, c'est lui. C'est lui qui m'a dit écoute là, tout le monde m'envoie chaque message que tu fais qui me blaste, puis on se connaît depuis toujours. Fait que tu sais, à l'époque, c'était pas connu, là, je me souviens très bien, il me demandait de le suivre un peu comme un porte-parole, puis j'allais dans les radios avec lui pour présenter le festival, puis j'étais un allié là, à l'époque. Là, ok. Donc il se disait comment j'ai pu faire pour perdre un allié comme ça. Bon, je suis pas le premier, là, mais lui, c'est un gars qui fait beaucoup de damage control, là, il essaie de récupérer les pots cassés. Après l'erreur faite, il essaie de s'expliquer, puis il essaie de réparer ça. Puis moi, je le challenge beaucoup là-dedans, puis je me dis... Je vais pas me suffire de toi qui me dis je vais faire mieux, je vais essayer de faire mieux, faut que tu fasses mieux pour vrai. Fait que tant que j'ai pas de preuves, je vais te challenger as fuck, là, tu sais, là. Parce que t'es pas obligé de faire un festival. Le matin, quand tu te lèves, t'es pas obligé de faire ça. Si tu te lèves, tu prends la décision de faire ce festival qui s'appelle le Rockfest. T'as une responsabilité envers les 30 000 personnes qui viennent, envers les artistes, puis envers l'impact que t'as dans le futur. Donc, si tu te lèves le matin et tu prends cette décision, je te challenge pour que tu sois meilleur. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. La quantité de personnes qui vont au Rockfest. Il y a plusieurs personnes, dont toi, qui ont remis ça en doute. 200 000 personnes. Ils disent tout le temps 200 000 personnes. J'ai entendu que c'était parce qu'ils comptent les personnes qui vont en double, en fait. Toutes les entrées-sorties. Puis on fait juste ça au Rockfest parce qu'on a un terrain de camping. Puis... Exact. Le terrain peut pas contenir plus que 30 000 personnes. Ok. Fait que donc, il peut pas avoir 200 000 visiteurs. Fait que toi, tu penses qu'il y a vraiment 30 000 personnes... Ben, c'est confirmé. Quand il est venu me rencontrer, j'ai dit « Arrête de dire 200 000 ». Sa réponse est la suivante, puis c'est legit. Il dit « Personne dit le nombre de billets vendus, tout le monde dit le nombre de visiteurs. » Mettons les francopholies, ils ont pas un guichet d'entrée. Fait qu'eux autres, ils peuvent pas savoir qui est rentré 2 fois, whatever. Fait qu'ils vont dire, les francopholies vont dire, cette année, on a encore eu plus de 300 000 visiteurs.
Okay. Il dit pourquoi moi je serais obligé d'y aller en billets vendus puis eux en visiteurs. Fait que moi je dis 200 000 visiteurs. Mais j'ai dit, la différence entre toi et les autres, c'est que toi tu sais que tes fans comprennent pas que c'est 30 000. Fait que ils prennent ton information de 200 000 visiteurs, puis quand ils vont dire à leur chum, on va-tu au Rockfest, il y a 200 000 personnes. C'est ça que le monde dit. Ils comprennent pas. Puis lui, il joue avec le fait que son public comprend pas la notion entre les deux. Fait que je comprends son explication. Il a le droit de dire 200 000 visiteurs, puis il est pas dans l'erreur. Ouais. Parce que lui, il dit il y a 200 000 personnes qui ont visité durant la fin de semaine son site. Parce qu'il peut pas savoir qui a entré puis sorti. La réalité, c'est que s'il était sincère avec le monde, il pourrait dire j'ai 30 000 billets vendus, puis ça, c'est la pleine capacité de mon terrain, je suis sold out. Mais c'est parce que ça paraît moins impressionnant que les Franco ou le FEQ qui dit on a eu 1 million de visiteurs. Parce que c'est vrai, le FEQ, la journée de Sum 41, il y avait 12 000 personnes. Le terrain peut contenir 12 000 personnes, plus des écrans autour, puis tout. Ouais. Mais ces personnes-là, ils ont une passe, puis ils retournent voir plein de shows, ils peuvent pas savoir qui était différent, fait qu'ils vont dire à la fin du FEQ, on a eu 1 million de visiteurs. Parce qu'on a eu tel show à 70 000, tel show à 40 000, tel show à 15 000, etc. Fait que toi, tu fais la différence parce que le FEQ, ils peuvent juste pas le savoir. Tandis que le Rockfest, tu dis ils peuvent le savoir, fait qu'ils devraient le dire. Ouais. Oui, puis c'est qu'il utilise ça pour avoir de l'air plus gros en disant on est le plus gros festival de rock en Amérique du Nord, on a eu 200 000 visiteurs. C'est faux. T'as eu 30 000 personnes. Le parc Jean-Drapeau ici, ils vont faire des shows régulièrement, mettons comme chez Aga puis tout, là. Ouais. Le parc Jean-Drapeau peut pas avoir plus que 40 000, je pense. Ouais. Fait qu'ils vont vendre, Aga va dire on vend 3 soirs, sold out, 40 000, 40 000, 40 000, on a vendu 120 000 billets. Coachella, c'est 90 000 par jour. Fait qu'ils vont dire on a vendu 90 000 billets fois 3 jours, on a vendu 270 000 billets. Lui, il y en a qui vont 3 jours. Ben aussi, oui, c'est la même personne 3 jours. C'est ça. Le Rockfest, dans le même principe, lui, il pourrait dire j'ai vendu 30 000 billets fois 2 jours, 60 000 billets. Non, il dit rentrer et sortir les 30 000 personnes, ça fait 200 000 sur 3 jours. Ouais, ben. Fait que là, le monde parce sont qu'en comme. fait, t'as pas le choix d'acheter Ben, je pense que t'avais pas le choix d'acheter la passe vraiment pour la fin de semaine pour le Rockfest. Je sais plus là, pour les dernières années. Ça se peut que la dernière année, il ait changé ça, me semble. C'est juste les proportions qui sont différentes. C'est plus ou moins 10%. Mais plus ou moins 10%, ça peut être plus ou moins 1 million. Là, là. Okay. Fait que tu peux facilement être dans le plus. Puis après ça, facilement être dans le moins. Là, puis de beaucoup. Ouais. Fait que si t'as une mauvaise année, il pleut, le monde de nanan, pouf, là, t'es 3 millions en dessous. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est tough, là. Fait que ça, je le comprends. Puis comme l'année de... J'imagine que c'était l'année de Rammstein qui a vraiment été dans le trou, là. Exactement. Fait que si t'as pas des investisseurs qui sont prêts à assumer pendant plusieurs années de déficit de 3 millions, qui pourraient peut-être faire 4 millions l'année d'après, moins 2, plus 4, tu comprends? Peut-être des investisseurs qui ont des poches pleines, qui peuvent prendre des risques. Là, il a perdu ses investisseurs, puis il a pas été capable de récupérer les millions perdus. C'était une meilleure décision de faire faillite, puis avoir à payer les 2 millions peut-être, ou 1 million qu'il y avait en dette, tu comprends? Faire faillite. Puis recommencer à zéro, parce que là, t'as plus à payer cette dette-là, tu recommences ta prochaine année à zéro. T'as plus ton déficit. T'as plus tes partenaires financiers, mais t'es à zéro, tu sais. Fait que c'est un bon move de business. Il va pas expliquer ça aux gens de cette façon-là. Moi, je comprends ce qu'il a fait. Fait que c'est un move d'entrepreneur. Bon, il y a bien des gens qui n'auront pas leur argent. Il y a bien des gens qui ont livré des toilettes puis des services pour le Rockfest qui sont jamais payés. Puis ça, ben l'empathie qu'on a envers ces gens-là, il n'existe pas parce que il assure le Rockfest, on veut nos FX. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on devrait avoir de l'empathie envers les gens qui ont offert des services pour le Rockfest puis qui n'ont jamais été payés. Dont des bandes, dont des scènes, tu vois ce que je veux dire? Des services de kit de son puis tout ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire C'est une très bonne question. Selon Peut-être toi. pas faire un festival si t'es pas sûr. Mettons, si ça devient trop gros, là, puis que les risques sont trop grands, puis que tu pourras pas faire preuve d'empathie, là, tu sais. Je sais pas, comme penser à ça un peu avant là, que ça pète, là, tu sais. Parce que là, il y a beaucoup de gens écorchés au passage, puis c'était pas nécessaire. Il a attendu vraiment que ce soit trop tard. Ouais. Puis l'année passée, ou même peut-être les 2 dernières années, on a vu que la programmation a beaucoup changé, justement. Ouais. On dirait qu'il essayait vraiment d'y aller plus petit pour rattraper un peu ce qu'il avait perdu. Là. Ouais. Mais mettons, tu sais, je veux dire, lui, récemment, tu sais, il a parti là, la campagne un peu sauver le Rockfest, là, tu sais. Fait qu'il demandait d'avoir de l'empathie envers le Rockfest qui avait des difficultés. Mais lui, il n'a jamais eu d'empathie envers les gens en difficulté dans les années passées. Il a toujours profité du succès de son festival pour exagérer sur, tu sais, pas donner des bons cachets, maltraiter les bands backstage, les fans qui ont pas de toilette ou qui ont pas leur camping, tu sais, tu comprends? Il n'y a jamais eu d'empathie tant pour ces gens-là.
Puis là, aujourd'hui, il veut qu'on ait de l'empathie pour lui. Mais moi, je vais dire, mais non, mais t'as une responsabilité si tu fais ton festival. Faut que ça vienne avec, là, tu sais. Fait que c'est ça. Alex, c'est un gars intelligent. Il va réussir à se redresser. Mais il va avoir écorché des gens au passage. Il va avoir eu des gens comme moi qui vont l'avoir challengé à travers tout ça. Mais rien dit que dans le futur, il va pas avoir amélioré tout ça. Puis je pourrais me tromper moi aussi dans ma vie, là, tu sais. Ouais. Je suis pas à l'abri de ça, là. On verra ce que le futur amène. Certainement. Ben justement, toi de ton côté, c'est quoi tes projets futurs? Bon, évidemment, il y a le Rouge Pompier en 2020, le nouvel album. Ça, c'est vraiment ça là, qui se passe à tous les jours. Ça, okay. c'est mon bureau. T'es là-dedans, là. Ça, c'est mon bureau où là, j'écris mes textes ici. Okay. Les chansons, on les a faites en pré-prod, dans un studio, guitare, drum. Là, j'arrive ici avec les sessions. J'ai un micro, j'ai un truc, puis là j'essaye plein d'affaires, puis j'essaye des textes, puis des mélodies, puis... Là, je brainstorm sur les textes qui vont sur les chansons. Fait que là, mettons, là, on a une 60aine de tunes. Fait que là, il faut que j'invente 60 textes puis 60 mélodies. Puis, tu sais, faites la musique avant, puis après, tu colles les paroles à ça. Exactement. Fait que là, je suis dans ce processus-là. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça en comité d'écoute. On fait évaluer les gens, évaluent nos tunes. Vous allez encore faire ça pour le prochain album? Ouais, envoyer aux fans. C'est déjà le cas, là. Les gens, ils s'inscrivent. Okay. Ils peuvent écouter les tunes à l'avance, nous donner une note. Puis nous, on se base sur ça pour savoir qu'est-ce qui devrait passer, là, vers l'album, puis on le fait au fur et à mesure. Donc là, je suis là-dessus beaucoup, je passe beaucoup de temps ici, le tiers de mon temps, j'essaie de le passer ici à écrire les tunes, là, j'envoie ça à mon drummer, il écoute, on fait des modifications, là, elle est prête, on la met de côté, après ça, on se forme un comité d'écoute de 7-8 tunes, on envoie ça, on reçoit les notes. Prochain comité d'écoute, on essaye, puis on fait ça toute la prochaine année. C'est-à-dire qu'au mois d'août, cet été, notre studio est réservé, puis on enregistre l'album. Fait que d'ici le mois d'août, là, on va avoir fait tous les comités d'écoute, choisi les tunes, au mois d'août, on enregistre. Là, tout l'automne, c'est le mix. Puis là, janvier, février, mars, on commence la commercialisation, là, tu sais. Fait que 2020, là, tu sais, l'album va sortir, puis... Fait que c'est quand même un gros processus, là. Ouais. Toute la prochaine année, ça va être quand même priorisé sur Rouge Pompier. Ça va être ça, beaucoup. Ça va devenir une année Rouge Pompier, donc là, mon cerveau va être pas mal plus là-dedans. Okay. Quand que là, la dernière année et demie, là, presque pas de Rouge Pompier, puis presque juste du slam disc, là, tu sais. Ouais. Sinon, tu as d'autres projets des clips, puis cette année j'ai annoncé que là, je suis intéressé là, à faire de la fiction un peu. Là. J'aimerais ça. C'est ça, j'ai vu ça que tu voulais peut-être faire un court-métrage. J'aimerais ça. Ouais. En fait, cette année, il y avait un gars qui faisait un espèce de petit concours local web là, qui était comme vous avez faites-moi un film de genre 1 minute de même. Là, la seule restriction c'était d'avoir un animal là, à quelque part dans le film ou en tout cas une référence. Okay. Puis la journée même, la dernière journée du deadline, je me suis dit, hey, je le fais. Puis je suis allé sur la terrasse ici, j'ai fait un truc. Je l'ai filmé, monté, j'ai fait la musique. Puis je l'ai envoyé, tu sais. Juste pour le fun, tu sais. Puis c'était vraiment trippant. Puis là, l'expérience que j'ai d'avoir fait 140 clips, fait que je sais comment faire un tournage, là, tu sais. Ah oui. Maintenant, écrire de la fiction, c'est une autre histoire. J'ai pas la confiance infinie à en faire ça. Mais ça me tente. Là, je me suis dit, peut-être que cette année, ça pourrait être la première année que je l'essaye. Mettons, peut-être que là, je suis très modeste dans je pense que je suis capable de faire ça, là, mais tu sais, je veux pas me lancer là-dedans en me disant que je connais ça, là. Au contraire, je veux y aller peut-être étape par étape pour le plaisir de le faire. Mais ça, c'est vraiment une étape importante parce que dans le clip, t'as pas à faire du scénario, du dialogue, puis des choses comme ça. Puis dans la fiction, oui, tu sais. Fait que ça, c'est un projet le fun, là. Quelque chose que j'ai pas fait encore, que je maîtrise absolument pas, en fait, là. Ça, c'est trippant, là. Fait que ce serait plus un court-métrage que tu je pense que oui, je pense que, tu sais, je veux dire, faudrait que je fasse mes preuves avant peut-être de mériter autre chose. Un court-métrage, quelque chose qui pourrait donner le goût au monde d'en voir plus si je me donnais là-dedans, là, tu sais. Un autre défi. Faut bien que je me lance des défis, dans le fond, là. Ah oui. Fait que Rouge Pompier, c'est tout le temps un très bon défi pour moi. Je veux tout le temps que ça soit bon. Je veux tout le temps avoir fait 100% des efforts possibles pour que l'album soit bon. Fait que le 4 ans est important, l'écriture, ça, c'est beaucoup de travail. Fait que c'est un beau défi que je vais toujours avoir aux 4 ans, là, tu sais. Fait que c'est ça, je vois tout le temps ça comme étant... Faut pas que je manque mon coup là-dessus. Slam Disc, c'est le fun parce que c'est comme plus sur l'air d'aller, là, tu sais, là, on a des projets, mais on est une gang, on prend des décisions, on peut pas prévoir l'avenir, on fait ce qu'on peut, mais c'est un défi juste de maintenir ça, mais c'est pas comme un gros défi dans le sens que là, je pense qu'on connaît ce qu'on fait, c'est plus un défi d'écrire des bonnes tunes à long terme. Des fois, tu sais, les artistes, ils s'épuisent, puis ils savent plus quoi écrire, puis ça devient plate, là. Ça, fait que vous savez déjà qu'il va y avoir un autre cycle de 4 ans puis un autre album en 2024. Si je peux faire comme Paul McCartney puis mourir avec le plan que il y a un album à venir dans 4 ans, je vais le faire. Là. Je pense que c'est un beau défi. Là. J'aimerais ça. J'aimerais ça dire, hey, on avait ce défi-là il y a 30 ans. On l'a fait pendant 30 ans. Là, là. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? Ouais, si t'es capable, si t'as de l'inspiration, si t'as de la... Je suis convaincu que je vais avoir des choses à dire. Ça sera...
je vais peut-être pas m'adresser au même public, là, tu sais, je peux être réaliste. Mais je vais avoir des choses à dire, c'est sûr, puis j'aime ça écrire des tunes, je trouve ça fascinant, tu sais. J'aime ça me tromper aussi, j'aime ça écrire des mauvaises tunes, puis me regarder avec un peu de recul, faire comme merde. Des fois on écoute les albums d'extérieur, puis je dis, il y a des affaires qui étaient pas très hot, là, tu sais, là. On était chanceux, là, les gens nous ont comme pardonné des mauvaises tunes, là, tu sais. Comme Fluffy le hamster. Je me souviens pas exactement, sur mais le délire du savant fou, ça c'était pas très bon. il y avait une couple de tunes là-dessus qui était quand même assez funny, là. Ouais. Ben, évidemment, tout l'album, c'était quand même Il y a eu humoristique. une Mais... passe extérieur qu'on nous a pardonné des choses, là, mais que moi je trouve que c'était pas nos meilleures décisions. Bah, L'album Monstre est meilleur, je trouve, parce qu'on sentait avait fait un meilleur tri dans l'album Monstre. Le délire du savant fou, on essayait plus d'être dans l'opportunité de faire l'album après Whippet, là, tu sais. Ouais, puis on voyait que vous aviez du fun. Fait que je pense que c'était ça que le nous a monde sauvé. aimait. Ça nous a sauvé un peu. Puis l'album Monstre, c'était vraiment... Moi, c'est vraiment là que j'ai le plus trippé sur l'extérieur. C'était tellement ambitieux aussi là, pour un groupe québécois de sortir 3 albums sur 3 médiums différents aussi. Ouais. Il y avait ça. Ça m'a permis de tester plein de choses. Ça, c'est très audacieux dans le sens que j'avais aucune sécurité de faire ça. Là. Aucune sécurité. Ben écoute, ça fait le tour. Fait que je suis vraiment content de t'avoir eu sur le podcast. Un grand plaisir. Tes questions étaient vraiment bonnes, c'est le fun. Je trouve ça cool. Fascinant. Ben, merci. Il faut vraiment que tu continues de faire ça. T'es vraiment bon. Super. Ben je te remercie. Puis toi, bon succès dans tous tes projets. Je suis sûr que court-métrage, peu importe c'est quoi, je suis sûr que tu vas trouver une façon que ça marche. Tu vas trouver une façon que ça soit bon. Peut-être me planter une couple de fois, mais peut-être, mais il faut passer par là. Ouais, c'est ça. Mais merci à toi, t'es vraiment gentil. Puis, super. Bonne chance, mais les autres qui vont passer avec toi en entrevue vont avoir beaucoup de plaisir, je suis sûr sur ça. Merci. Très gentil. Merci.